Le village de Lag est en guerre constante contre les demi-humains répandus à travers ce monde. Un des soldats, Kai, s'allie à son ami Manso pour abattre l'un des monstres gorilles, mais même le pouvoir de l'amitié ne suffit pas à l'aider, car les compétences de combat de Kai sont absolument nulles. Maintenant, Kai est coincé, et il serait certainement mort ici, mais à la dernière seconde, le gorille est tué par Aura. Il a été désigné comme gardien du village et béni par le dieu de la terre, et à ce titre, il est le soldat le plus puissant de tous. Il est capable d'abattre les singes les uns après les autres sans effort, jusqu'à ce qu'il se retrouve finalement face au gardien gorille. C'est le gorille le plus puissant, donc si vous pensez que le vaincre serait un défi pour Aura, mais il parvient tout de même à le couper en deux en quelques secondes. Maintenant que tous les gorilles ont été vaincus, les soldats commencent à découper les corps des gorilles, et l'un des soldats remet à Aura une boule qui a une forme étrangement similaire à des noix de gorille. Aura boit le liquide à l'intérieur sans hésiter, et après avoir fait cela, il commence à briller d'une aura rouge. Heureusement, ces choses ne sont pas de vraies noix de gorille, ce sont des objets appelés pierres divines. Boire le liquide à l'intérieur est connu pour augmenter la force et le pouvoir spirituel d'une personne, donc il serait logique que tout le monde dans l'armée en boive au moins une pour devenir plus fort. Mais non, les règles stipulent qu'ils ne sont autorisés à en boire que de minuscules gouttes. Ils obtiennent tous leurs gouttes, et après avoir bu sa goutte de pierre divine, Kai sent déjà son pouvoir spirituel augmenter. Alors il demande à Manso s'il peut en avoir plus, mais malheureusement, il n'est qu'un simple soldat, donc il n'aura jamais la permission de boire une pierre divine entière. Les règles disent que presque toutes les pierres divines doivent être données à un porteur de gardien comme Aura, donc même si Aura est déjà fort, il doit devenir encore plus fort tandis que les autres soldats restent à des niveaux de puissance faibles, et personne ne voit rien de mal à ce système. Une fois que tout le monde est retourné au village, une grande célébration est organisée en l'honneur de leur victoire sur les singes. Mais même ici, la quantité de nourriture que chaque personne reçoit est déterminée par son statut, donc les personnes fortes et les enfants du chef obtiennent des tonnes de viande, tandis que les faibles comme Kai reçoivent une petite assiette de soupe variée. La soupe n'a pas vraiment mauvais goût, mais Kai aimerait aussi avoir de la bonne nourriture, mais cela n'arrivera jamais tant qu'il reste un soldat de bas niveau, alors il promet de s'entraîner et de devenir plus fort pour élever son statut. Immédiatement après le banquet, Kai sort et commence à s'entraîner aussi dur qu'il le peut, mais il est difficile pour lui de bien s'entraîner quand il n'a presque rien mangé de la journée. Il crie qu'il aimerait vraiment manger des boulettes de riz maintenant, et quelques instants plus tard, Manso apparaît et demande à Kai ce que sont les boulettes de riz. Kai dit qu'il n'est pas tout à fait sûr parce que le mot est juste apparu au hasard dans son cerveau un jour, mais il a le sentiment que les boulettes de riz seraient savoureuses. Il y a quelque chose dont Kai voulait parler, alors il montre la colline où le village enterre ses soldats tombés au combat, et cette colline en particulier est réservée à toutes les personnes qui avaient une famille. Elle est constamment visitée et entretenue par les familles des défunts, mais en revanche, la colline à côté est un véritable désastre. Elle est remplie des pierres tombales de personnes dont personne ne se souciait, donc personne ne se donne la peine de l'entretenir. Les orphelins comme lui sont destinés à être enterrés dans un endroit comme ça une fois morts, sans personne pour visiter leurs pierres tombales et sans preuve qu'ils aient jamais vécu dans le village. C'est pourquoi Kai veut devenir plus fort et survivre assez longtemps pour vivre une vie significative. Et pour cela, il n'a d'autre choix que de manger ses petites portions de nourriture et de s'entraîner plus dur que quiconque. Mais même cela ne suffirait pas à assurer sa survie, il aurait besoin d'une sorte de capacité spéciale pour lui donner un avantage sur le champ de bataille, mais il ne sait pas ce qu'il pourrait utiliser. Au même moment, dans le château, Aura et sa sœur José se rendent dans la chambre de leur père. Aura dit à José qu'elle n'a pas besoin de se préoccuper des rapports de guerre parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'elle se batte comme Aura. Malgré cela, elle lui dit qu'elle veut aussi défendre le village, mais Aura la rejette et dit qu'une fille de la famille du chef n'a pas besoin d'apprendre à se battre, et peu importe à quel point elle supplie, il ne l'autorisera pas. José trouve injuste qu'elle ne puisse pas se battre juste parce qu'elle est une fille. Comme pour enfoncer le clou, lorsqu'elle regarde par la fenêtre, elle voit Kai et Manso s'amuser et s'entraîner. Comme Manso est plus âgé et plus fort que Kai, il est bien meilleur en combat que lui, donc Kai ne peut pas faire grand-chose à part se défendre. Manso lui dit qu'il ne deviendra jamais plus fort s'il n'apprend pas à attaquer, alors Kai essaie d'attaquer, mais quand il le fait, il se laisse complètement ouvert, donc Manso parvient à le repousser, le faisant tomber au sol et se cogner la tête. En conséquence, Kai subit une grave commotion cérébrale, et il commence à voir des souvenirs de sa vie passée au Japon lui revenir en mémoire, et tandis que son esprit parcourt ses souvenirs, il se souvient distinctement du mot « magie ». Cependant, quand il reprend finalement conscience, il ne sait pas ce que signifie la magie parce que ce mot n'existe pas dans ce monde. Ce n'est pas la première fois que Kai voit des souvenirs inconnus, et apparemment, dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui voient des visions similaires, mais Kai ne pense pas que cela vaille la peine d'en parler à qui que ce soit. Certes, les souvenirs lui ont appris des choses comme les boulettes de riz et la magie, mais cette information est inutile pour lui ici, d'autant plus que la magie n'était qu'un conte de fées au Japon de toute façon.
Mais s'il pouvait d'une manière ou d'une autre utiliser la magie, il pourrait se montrer lors de leur prochaine bataille, et cela augmenterait certainement son statut. Pendant ce temps, dans le château, le chef vient de recevoir une lettre d'un des villages voisins, et il semble que l'autre village soit attaqué par des orques. Donc, conformément à l'accord d'alliance entre les deux villages, les gens de Bigna sont tenus d'aller aider dès que possible. Le chef n'aime pas le fait qu'ils doivent envoyer les soldats au combat à nouveau, alors qu'ils ont à peine eu le temps de se reposer et de récupérer après la bataille contre les singes. Mais Ora lui dit que c'est le devoir d'un soldat d'être déployé et de mourir pour le village, donc ils n'ont pas le droit de se plaindre. Cependant, le chef lui rappelle que les soldats font aussi partie du village, donc il ne devrait pas les traiter comme des pions jetables. De retour dans la caserne, Kai a du mal à dormir parce qu'il ne peut pas chasser l'idée de la magie de son esprit. Manso sent que quelque chose le tracasse, alors il lui demande ce qui ne va pas. Kai lui dit que ce n'est pas grave, mais qu'il a rêvé de pouvoir créer du feu à partir de rien, aussi étrange que cela puisse paraître. Il s'attendait à ce que Manso lui dise qu'il a l'air stupide, mais étonnamment, Manso dit avoir déjà entendu parler de quelque chose de similaire. On lui a raconté une fois l'histoire d'un voyageur étrange qui est venu au village. L'homme voulait allumer un feu mais n'avait pas d'amadou sur lui, et normalement, il serait impossible de faire un feu sans équipement, mais l'homme a simplement levé son doigt et a créé une flamme à partir de rien. Kai est surpris d'entendre qu'il y a en fait un récit de quelqu'un utilisant la magie, mais Manso lui rappelle qu'il ne l'a entendu que dans une vieille histoire, donc il n'y a aucune garantie que ce soit vrai. Malgré cela, entendre cette histoire a motivé Kai à essayer d'apprendre à utiliser la magie, alors le lendemain, il sort et trouve un endroit isolé pour commencer à s'entraîner. Il ne sait toujours pas comment fonctionne la magie, mais d'après ce dont il se souvient, la magie nécessite une sorte d'énergie mystérieuse, et la chose la plus proche à laquelle Kai peut penser serait l'énergie spirituelle, alors il essaie de l'utiliser. Il tend son doigt et ordonne à son énergie spirituelle de sortir sous forme de feu, mais ce n'est pas si facile. Il réalise qu'il doit probablement rassembler son énergie spirituelle, alors il commence à essayer de la faire circuler à travers ses pierres divines, mais rien ne se passe, peu importe ses efforts. Pendant ce temps, des orques ont été repérés juste à l'extérieur du village voisin, et ils ont déjà tué une douzaine de soldats, donc les autres soldats se rassemblent pour riposter. Les soldats attendent à l'extérieur de la forêt pour voir si les orques sont toujours là, et dès qu'ils les repèrent, ils chargent. Les orques commencent aussi à attaquer, mais Manso parvient à en poignarder un à travers le cœur immédiatement. Kai décide de se précipiter en avant pour obtenir une victime aussi, mais alors l'un des orques lui lance un cadavre, et cela coince Kai contre un arbre. L'orque s'approche alors de lui, et il est sur le point de tuer Kai, mais avant qu'il ne le fasse, il est touché par plusieurs flèches et achevé par Manso. Manso crie sur Kai pour avoir couru en avant tout seul et lui dit de retourner dans la formation, mais il semble que Kai se soit blessé à la jambe quand il a été touché, donc il ne peut plus marcher tout seul. Pendant ce temps, Ora décime les orques, et une fois qu'il réalise qu'il est bien trop fort pour eux, ils commencent tous à battre en retraite, et Ora refuse de les laisser s'échapper, donc il abandonne tous les autres soldats et poursuit les orques. Cela laisse les autres soldats se débrouiller avec les orques restants, et vu la difficulté qu'ils ont à combattre les orques seuls, les soldats sont cuits. Le chef d'escouade ordonne à tous les soldats de courir et de se disperser pour que la plupart d'entre eux puissent survivre, mais avec la jambe blessée de Kai, lui et Manso n'ont aucune chance d'échapper à l'orque. Kai ne veut pas entraîner son ami dans sa chute, alors il arrête Manso et lui dit de partir sans lui. Manso ne veut pas abandonner Kai, mais il sait qu'il n'a pas le choix, alors il s'excuse et promet de visiter sa tombe. Manso s'enfuit alors dans une direction, et Kai boitille dans l'autre. Il sait qu'il est complètement surpassé, mais il refuse d'abandonner sa vie, alors quand il entend l'orque s'approcher, il essaie de lancer un sort de feu pour se défendre, mais cela ne fonctionne toujours pas. Quelques instants plus tard, l'orque lance sa lame sur Kai, et elle frappe son épaule, le blessant gravement. Mais du bon côté, cette expérience de mort imminente fait jaillir des étincelles des doigts de Kai, donc peut-être qu'il peut vraiment utiliser la magie. Mais il pourrait ne pas vivre assez longtemps pour le découvrir, parce que l'orque sort des buissons et commence à l'étrangler. C'est alors que Kai remarque les étincelles venant de son doigt, et il réalise ce que cela signifie. Alors il pointe sa main vers le visage de l'orque, et avec toute la volonté qui lui reste, invoque des flammes pour le brûler à mort. L'orque crie de douleur, et Kai parvient à se libérer de son emprise en conséquence. L'orque finit par s'effondrer à cause de tous les dégâts subis, et Kai est fier d'avoir enfin vaincu un monstre par lui-même, mais il y a un problème, sa main est toujours en feu. Il commence à essayer frénétiquement d'éteindre les flammes, mais quelques instants plus tard, il commence à s'évanouir parce que le feu utilise toute son énergie spirituelle. S'il ne l'arrête pas bientôt, il va mourir d'épuisement d'énergie spirituelle, donc il doit trouver une solution rapidement. Tout ce qu'il a à faire, c'est imaginer son énergie spirituelle comme un barrage qu'il a ouvert quand il a utilisé la magie de feu. Donc, pour arrêter le feu, il doit juste rester calme et fermer le barrage, mais c'est vraiment difficile pour lui de rester calme parce que l'orque est toujours en vie et s'approche de lui.
Kai parvient finalement à arrêter le flux de son énergie spirituelle, mais l'orque est déjà arrivé à lui et peut encore à peine bouger, donc il le ramasse et commence à marcher. Cependant, il ne l'a pas encore tué, donc Kai comprend que l'orque doit être aveuglé par tout le feu qu'il a reçu en pleine face, et il ne réalise pas que Kai est toujours en vie. Kai ne veut pas mourir, mais il sait qu'il n'a aucune chance de survivre dans l'état actuel de son corps, donc il veut au moins emmener l'orque avec lui. Alors que l'orque marche près d'une falaise, Kai lui tranche la poitrine, et tous les deux tombent dans la rivière en contrebas. Kai parvient miraculeusement à survivre à la chute et se traîne hors de l'eau avec son couteau, mais il est toujours dangereusement faible en énergie spirituelle, il doit donc agir rapidement s'il veut survivre. Il aperçoit le corps de l'orque à proximité, et cette fois, il est définitivement mort, alors il utilise son couteau pour l'ouvrir et en extraire la Godstone. Boire le liquide de la Godstone devrait l'aider à retrouver son énergie spirituelle, alors Kai n'hésite pas et avale le tout. Alors que l'énergie spirituelle commence à circuler en lui, Kai commence déjà à se sentir mieux, alors il s'allonge près d'un arbre pour se reposer. Maintenant qu'il a un moment pour y réfléchir, il réalise que c'est la première fois qu'il boit une Godstone entière. Son énergie spirituelle ne sera plus un problème. Cependant, la blessure à son épaule saigne abondamment, alors il est convaincu qu'il va quand même mourir ici. Mais du bon côté, au moins il pourra mourir en regardant un si beau coucher de soleil. De retour au village, tous les soldats sont rentrés du combat et se préparent à célébrer leur victoire sur les orques, mais Manso n'est pas de bonne humeur. Un autre soldat voit Manso l'air déprimé et lui dit de simplement être heureux. C'est alors qu'il remarque que Kai n'est pas là, ce qui est étrange car Manso et Kai sont toujours ensemble. Cela prend quelques secondes, mais il finit par comprendre, Kai doit être mort. Au lieu de réconforter Manso, il lui dit de passer à autre chose, car Kai ne valait de toute façon rien. Kai passe la nuit inconscient sous l'arbre, et à son réveil le matin, il est surpris de constater qu'il n'est finalement pas mort. En fait, il se sent mieux que jamais, sa jambe cassée est guérie, et la coupure à son épaule s'est également refermée. Il est content de la tournure des événements, mais aussi un peu confus, car boire une Godstone ne devrait pas suffire à guérir des blessures aussi graves en une nuit. Kai pense que cela pourrait avoir un lien avec le mur derrière lui, alors il regarde et réalise que c'est une pierre couverte d'inscriptions. Il essaie de les lire, mais trop de lierre gêne sa vue, alors Kai utilise sa magie de feu pour tout brûler. Cependant, sa puissance est bien plus forte qu'avant, et Kai est projeté à travers la vallée. En se relevant, il regarde son reflet dans l'eau et est choqué de voir un crest divin sur son visage. Il sait que c'est le signe d'un gardien biraire, mais quelques instants plus tard, les tatous disparaissent, alors il pense avoir imaginé des choses. Il retourne à la pierre pour examiner les inscriptions de plus près, mais ces mots sont dans une langue qu'il ne comprend pas, alors il abandonne et prépare son retour au village. Il trouve une paroi rocheuse qui semble escaladable et commence à grimper, mais pendant une fraction de seconde, son crest divin réapparaît, et il écrase accidentellement la pierre qu'il tenait. Il retombe dans la vallée et pense d'abord que la pierre était fragile, mais lorsqu'il en saisit une autre, il la brise tout aussi facilement. Il réalise qu'il a dû recevoir un énorme coup de boost en buvant la Godstone, et Kai en est ravi. Mais alors qu'il célèbre sa nouvelle force, il entend une voix lui ordonnant de partir. Ne voulant pas savoir d'où elle vient, il escalade la falaise à toute vitesse. Une fois en haut, il est stupéfait de la facilité avec laquelle il a réussi, et il est encore plus excité par sa nouvelle force. Mais il se demande si c'est vraiment le pouvoir de la protection divine. Le crest divin, symbole d'un gardien biraire, est censé être accordé par les dieux terrestres, mais Kai ne se souvient pas avoir reçu de pouvoir d'un dieu. Cela a peut-être eu lieu pendant son inconscience, mais en attendant d'en savoir plus, il ferait mieux de garder cela secret vis-à-vis des autres villageois. De retour au village, Manso vient de finir de creuser une tombe pour Kai, quand ce dernier arrive comme si de rien n'était. Manso est ravi de revoir Kai, et les choses reviennent rapidement à la normale, Kai reprenant ses tâches habituelles, sauf que cette fois, il excelle. Il ne devait labourer qu'une petite partie du champ, mais sans s'en rendre compte, il a tout labouré, et à peine essoufflé. Kai panique un instant, craignant que son crest divin ne soit visible, mais après s'être regardé dans l'eau, il se rassure, son secret est toujours bien gardé. Le crest n'apparaît probablement que lorsqu'il se donne à fond, donc tant qu'il ne travaille pas trop dur, tout ira bien. Les autres lui demandent si quelque chose s'est passé, car il semble bien plus fort qu'avant. Ne trouvant pas d'excuses, Kai admet avoir bu la Godstone de l'orque qui l'a tué. Les autres sont choqués, car les simples soldats comme eux n'ont pas le droit de boire des Godstones entières, mais comme Kai était blessé et sur le point de mourir, il n'avait pas le choix. En fait, sur le chemin du retour, il a dû boire les Godstones d'une quarantaine d'orques rencontrés sur le champ de bataille, alors les autres comprennent maintenant sa force, et Manso le félicite d'être revenu vivant. Pendant ce temps, une villageoise, Elsa, passe beaucoup de temps à observer Kai, et ses amis la taquinent à ce sujet. Parallèlement, la princesse José se rend à l'entrepôt pour rencontrer l'inventoriste.
Il lui annonce avoir fini de préparer les offrandes funéraires, elle peut donc partir nettoyer la tombe quand elle le souhaite. Tôt le lendemain matin, Kai s'entraîne avec sa magie de feu, bien plus puissante que la dernière fois. José s'approche et lui demande de s'expliquer, car il a l'air suspect. Kai ne peut désobéir à un ordre direct de la princesse, alors il lui parle de son pouvoir. José n'est pas très surprise, ayant déjà entendu parler de capacités similaires, bien que leurs utilisateurs soient généralement issus de familles spéciales ou des moines. Kai est donc un cas rare, d'autant qu'il ne semble pas fatigué malgré l'énergie spirituelle dépensée. José se souvient d'une rumeur selon laquelle Kai est soudainement devenu plus fort après avoir mangé plusieurs Godstone, il doit donc avoir une réserve d'énergie spirituelle plus importante que la moyenne. Elle lui demande de s'entraîner avec elle, et il n'a pas le droit de refuser. Quelques minutes plus tard, ils combattent avec des lances d'entraînement. Kai est bien plus fort qu'avant, mais José est une gardienne biraire, il ne peut la surpasser sans forcer. Mais il ne veut pas non plus révéler accidentellement son crest divin en essayant trop fort, alors il reste prudent. À la fin du duel, Kai va chercher de l'eau au puits et est surpris d'avoir survécu à l'entraînement aussi facilement, alors qu'il se retenait pour cacher son crest. Cela signifie qu'il est si puissant que même une gardienne biraire comme José n'aurait aucune chance contre lui à pleine puissance. José lui demande alors de lui apporter de l'eau, et Kai s'exécute. Pendant qu'elle se lave le visage, il lui demande si tous les gardiens bearers sont également forts. José lui explique qu'elle est l'une des plus faibles, car son père et son frère sont bien plus puissants. La force d'un gardien biraire dépend de la protection de leur dieu terrestre, mais ils doivent aussi s'entraîner pour devenir plus forts, et en matière d'entraînement, José est très négligente. Techniquement, elle n'a pas besoin de s'entraîner, car les femmes ne sont pas obligées de combattre dans ce village. Cependant, en tant que gardien biraire, elle a le devoir de protéger les villageois au combat, elle doit donc se renforcer. De plus, le rôle d'un gardien biraire ne se limite pas à gagner des batailles. Kai est perplexe, mais avant qu'il ne puisse demander des explications, un coq lance son chant matinal, et José n'est pas censée être là, elle doit rentrer au château avant d'être vue. Avant de partir, Kai lui demande de clarifier son propos sur les gardiens bearers. Elle s'est attachée à Kai et aimerait lui expliquer, mais c'est contre les règles. À la place, elle lui propose de l'accompagner lors de sa mission mensuelle de nettoyage de tombes. Son dieu terrestre étant chassé dans le village d'Ita, elle fera les arrangements nécessaires pour que Kai puisse venir, et là-bas, elle pourra tout lui expliquer. Kai accepte, et quelques jours plus tard, José, accompagné de Kai et d'autres soldats, se rend au village. Ils ont pour mission de protéger José au cas où, car cet endroit est un territoire de singes. Mais les soldats trouvent étrange d'avoir été choisis au hasard pour escorter José, alors qu'une autre escouade s'en charge habituellement. L'un d'eux a entendu une rumeur. José a personnellement demandé que Kai l'accompagne, d'où la présence de toute l'unité. Il demande à Kai si c'est vrai, et Kai s'apprête à confirmer, mais Manso l'interrompt, affirmant que la princesse ne sait même pas qui il est. Finalement, ils arrivent au village, et à la surprise de Kai, ce n'est qu'un tas de ruines. Le village a été envahi par des monstres il y a des années, et les villageois ont dû l'abandonner. Mais une tombe subsiste, et ils doivent l'entretenir au nom du dieu terrestre, bien que le pouvoir de ce dernier est tellement faibli que la terre est désormais stérile. José arrive alors et annonce vouloir explorer les alentours, avec un garde pour l'accompagner. Un soldat se propose immédiatement, mais elle choisit Kai. Ils se promènent dans le village, et lorsqu'ils atteignent un petit jardin fleuri, José s'agenouille et prie. Kai veut demander ce qu'elle fait, mais elle a besoin de silence absolu et lui ordonne de se taire. Une aura rouge s'échappe soudain de son corps et se répand sur les fleurs. Une fois terminée, elle explique qu'elle priait pour que la grâce du dieu terrestre s'y rassemble. C'est une tâche réservée aux gardiens bearers liés à un dieu terrestre, mais comme ce village est abandonné, l'esprit de son dieu s'est affaibli, ce qui explique en partie sa faiblesse comparée à son frère et son père. Alors que le village de Lag produit d'excellentes récoltes grâce à la force de son père, elle peine à maintenir ce petit jardin. Pour cette raison, le père de José n'a jamais négligé son entraînement. S'il faiblissait, ce serait la fin du village de Lag. Bien que les dieux terrestres accordent leur pouvoir au gardien bearer, celui-ci dépend de la force individuelle, d'où la nécessité de s'entraîner et de boire des Godstone. Kai et José rejoignent le groupe, et il est temps de nettoyer la tombe. Ils descendent dans les ruines, tandis que quelques soldats montent la garde. Pendant le nettoyage, Kai examine la tombe et réalise qu'elle ressemble à la pierre de la vallée. En touchant les inscriptions, les mots se traduisent automatiquement dans sa tête. L'inscription mentionne le nom du dieu terrestre auquel la tombe appartient. Kai fait le tour pour lire la suite, mais cette partie lui est incompréhensible. Il reconnaît des mots isolés comme « empilé » et « temple », mais ils ne forment pas une phrase cohérente. José remarque que Kai marmonne et lui demande si tout va bien. Kai s'apprête à répondre, mais est distrait par son décolleté et détourne les yeux. Soudain,
des soldats arrivent en avertissant tout le monde, un groupe de singes approche. Ils se précipitent dehors et cachent la tombe, mais les singes arrivent avant qu'ils ne puissent partir. Le capitaine ordonne à Caï et Manso d'escorter José, tandis que les autres les retiennent. Cependant, pendant leur fuite, 2 singes les interceptent, et Manso engage le combat. Cependant, le singe piétine le jardin de fleurs que José s'est efforcé de protéger. Dans un accès de rage, elle se précipite et déclare qu'elle le tuera pour ce qu'il a fait. Le singe est d'abord intimidé lorsqu'il voit les tatouages de José, mais elle n'a pratiquement aucune expérience du combat et tremble de peur. Lorsque le singe se rend compte qu'elle est novice, il tente de la tuer, mais Caï s'interpose et lui assène un coup de couteau au niveau de la poitrine. Caï repère ensuite le 2e singe qui attaque le groupe de Manso. Il saisit alors la hache qui se trouve sur le sol et l'utilise pour frapper le 2e singe à l'épaule avant de sauter en l'air et de le poignarder à la tête. Tout le monde est choqué que Caï ait pu abattre les singes aussi facilement, mais José est particulièrement choquée car, pendant une fraction de seconde, elle a vu les tatouages du porteur de gardien sur le visage de Caï. Après être retourné au village de Lag, José se fait gronder par Ora parce qu'il a appris qu'elle avait failli se tuer en sautant dans la bataille. Il crie que c'est exactement pour ça qu'il n'approuve pas qu'elle se batte aux côtés des soldats, mais Moloch le calme. La chose la plus importante est que José est en sécurité, mais pour l'instant, il pense qu'il devrait se concentrer sur l'augmentation des patrouilles autour de la zone, puisque l'inspecteur arrivera bientôt. Ora est d'accord et part informer les soldats du nouveau planning de patrouille, et une fois qu'il est parti, José s'excuse auprès de son père pour avoir causé autant de problèmes. Cependant, Moloch n'est pas en colère, il a déjà entendu toute l'histoire, y compris la partie où Caï a tué 2 singes à lui tout seul, donc il est impatient de voir ce que Caï fera à l'avenir. Pendant ce temps, Caï est en train de faire quelques corvées quand il est attrapé par quelques-uns de ses amis. Il le taquine parce que tout le monde appelle Caï un héros pour avoir sauvé José pendant l'expédition vers le village d'Eda, et il y a des rumeurs comme quoi Caï et José se sont vraiment rapprochés là-bas. Quelques filles voient ça et pensent que les garçons sont encore en train de s'amuser, mais Elsa ne peut pas détacher ses yeux de Caï, alors les autres comprennent qu'elle doit vraiment l'aimer. Elles la taquinent à ce sujet et la préviennent que si elle ne va pas lui parler bientôt, quelqu'un d'autre va lui voler Caï. Et il semble qu'elles avaient raison parce que quelques minutes plus tard, José approche Caï et dit qu'elle aimerait lui parler en privé. Caï accepte de lui parler, même s'il ne sait pas de quoi il s'agit, alors tous les deux s'engagent dans une ruelle. D'abord, José veut remercier Caï officiellement pour lui avoir sauvé la vie à Eda. Cependant, elle aurait juré avoir vu un sceau divin sur le visage de Caï pendant qu'il combattait les singes, mais après avoir regardé Caï de près, elle est convaincue qu'elle hallucinait parce que, quelles sont les chances que Caï soit devenu un porteur de gardien par hasard de toute façon. Son échec au combat lui a fait réaliser à quel point elle est faible, alors elle prévoit de se consacrer à l'entraînement autant que possible pour devenir plus forte, et elle s'attend à ce que Caï l'accompagne tous les matins à partir de maintenant. Caï ne veut pas être entraîné dans l'entraînement de José, mais il ne peut pas refuser ses demandes, alors il accepte de s'entraîner avec elle le matin. Pendant tout ce temps, les amis de Caï l'ont espionné depuis derrière un arbre bien trop petit pour les cacher, et ils n'ont aucune idée de ce dont Caï et José parlent, mais ils sont vraiment jaloux que Caï puisse passer du temps avec elle. Plus tard dans la journée, Caï continue ses activités et commence à couper du bois quand soudain Elsa arrive avec un bol d'eau. Caï lui demande si l'eau est pour lui, alors Elsa explique qu'elle pensait qu'il pourrait avoir un peu soif après tout ce travail. Caï est reconnaissant puisqu'il a vraiment soif, alors il la remercie d'être si attentionné. Juste à ce moment, une des amies d'Elsa arrive et lui dit de se dépêcher parce qu'elles ont encore du travail à faire. Caï pense juste qu'elle était gentille, mais Manso sait ce qu'Elsa essaie de faire, alors il dit à Caï qu'il a de la chance. Juste alors, Caï entend un étrange cri d'oiseau au loin, et il le reconnaît comme étant le même que dans la vallée, mais il ne sait pas pourquoi il l'entend ici. Plus tard dans la nuit, Caï essaie de dormir, mais il continue d'entendre ce cri d'oiseau, alors il sort du lit et décide de le suivre. Il y a un énorme mur autour du village, mais avec la force actuelle de Caï, il est facilement capable de le sauter d'un bond. Il passe ensuite de 0 à 60 en une demi-seconde et court jusqu'à la vallée, où tout a commencé. Une fois arrivé à l'arbre, il aperçoit à nouveau la tablette de pierre, et maintenant qu'il sait que c'est une tombe divine, il essaie de la lire, mais pour une raison quelconque, il n'y arrive pas. Malgré tout, il remercie le Dieu de l'avoir sauvé et passe le reste de la nuit à nettoyer diligemment la pierre. Il laisse même une petite offrande avant de retourner au village de Lad. Mais en chemin, il a un peu faim, alors il boit de l'eau de la rivière et cueille quelques fruits d'un arbre. Il est émerveillé par la quantité de nourriture qu'il peut obtenir dans la forêt, alors il souhaite pouvoir vivre ici, et une excellente idée lui vient à l'esprit. Il pourrait juste se construire une maison ici. Mais pour faire une maison, il va devoir couper du bois, alors il escalade une falaise voisine et trouve un grand arbre ligneux à abattre. Bien que maintenant qu'il est près de lui, il ne sait pas comment il va le couper. Il a sa dague avec lui, mais une dague ne sera pas assez solide pour couper un arbre aussi gros. À la place,
Kai utilise sa magie du feu et augmente la puissance pour former quelque chose comme une lame de feu sur sa main, mais bien que cela ait pu fonctionner pour du métal, l'arbre est en bois, alors Kai déclenche accidentellement un incendie de forêt. Heureusement, il a réussi à éteindre le feu avant qu'un dieu du contrôle n'intervienne, mais il doit encore penser à un moyen d'abattre cet arbre. Il a pu créer du feu à partir de rien, alors il devrait pouvoir penser à quelque chose pour couper un arbre, et soudain, un souvenir de ses cours de chimie au lycée lui revient en mémoire, et Kai a dû être attentif en classe dans sa vie passée parce qu'il se souvient maintenant de tout ce qu'il y a à savoir sur les structures moléculaires. Maintenant il sait que s'il veut abattre l'arbre, il a juste besoin de trouver un moyen de briser les liens entre les molécules, alors il pose sa main contre l'arbre et commence à essayer de manifester son énergie spirituelle d'une manière qui lui permettra de couper l'arbre. Cependant, avant qu'il ne réussisse, il entend quelque chose bouger à proximité, et ça vient de la direction de la vallée, alors il décide d'aller vérifier. Et en regardant à nouveau l'arbre, on voit que Kai a vraiment réussi à séparer les molécules de l'arbre. Une fois que Kai arrive à la vallée, il trouve un groupe d'enfants avec des équipements d'escalade qui semblent sur le point de descendre dans la vallée. Kai ne sait pas quelles sont leurs intentions, mais c'est son devoir de protéger cette vallée, alors il saute en bas, tout prêt à frapper quelques enfants. Mais à sa surprise, une fois qu'il se rapproche un peu, il réalise que ces gens ne sont pas des enfants, ils sont juste petits. Leur chef s'avance et se présente comme Porik, le chef du peuple Koror. Kai n'a jamais entendu parler des Koror auparavant, et il trouve étrange que leur chef parle couramment la langue humaine. Il explique que lui et son peuple ont eu quelques interactions avec des marchands humains auparavant, et apparemment, les humains considèrent leurs marchandises comme étant de haute qualité, mais ce n'est pas important maintenant. Porik veut s'excuser d'être venu ici sans permission. Il explique qu'ils sont ici pour remplir un ancien accord qu'ils ont avec le grand dieu de la vallée qui réside ici. Et d'après ce qu'ils savent, le dieu de la vallée ressemble à un humain, alors ils croient que Kai est le dieu de la vallée. Porik continue en expliquant que les Koror ont vécu tranquillement dans ces bois pendant des générations tout en vénérant les dieux de la terre, mais il y a quelques jours, les orques les ont attaqués pour essayer de prendre leur dieu de la terre. Les Koror sont vraiment faibles, alors ils n'avaient aucune chance de gagner et ont été forcés de fuir leur maison. Porik s'adresse à Kai comme un dieu de l'arbitrage ancien et demande son aide pour reconquérir leur foyer. Kai a du mal à digérer tout ça, mais d'abord, il veut savoir ce qu'est un dieu de l'arbitrage. Porik explique que les légendes disent qu'un dieu de l'arbitrage est celui qui a reçu le pouvoir de toute la création pour protéger les créatures de la forêt, mais Kai a du mal à croire que la légende parle de lui. Juste à ce moment, un des Koror prend la parole et dit qu'il ne croit pas que Kai soit un dieu de l'arbitrage parce que les légendes disent qu'un dieu de l'arbitrage devrait être un guerrier féroce qui punit ceux qui perturbent la paix de leur terre, et Kai n'a pas l'air féroce du tout. Cependant, Porik dit qu'il est absolument certain que Kai est le dieu de l'arbitrage parce qu'il peut le voir, clair comme le jour, figurativement. Il y a des années, Porik a une fois encouru la colère du dieu de la vallée en entrant dans cette vallée sans permission, et comme punition, le dieu de la vallée a pris ses 2 yeux, mais en échange, Porik a gagné la capacité de voir l'énergie spirituelle du monde autour de lui. Et quand il regarde Kai, il peut voir l'énergie du dieu de la vallée couler à travers lui, alors il doit avoir reçu la protection du dieu de la vallée, et en plus, ils ont déjà offert un sacrifice, alors Kai doit les aider. Kai est confus par la mention d'un sacrifice. Alors Porik explique qu'aujourd'hui plus tôt, il a sacrifié sa petite fille, Alu, à la vallée. Kai panique et leur demande de lui montrer où ils ont laissé Alu, alors ils le conduisent à la corde qu'Alu a utilisée pour descendre dans la vallée, mais cette corde s'est rompue il y a un moment, alors elle a probablement senti son destin. Kai saute dans la vallée et trouve le corps d'Alu au fond, et heureusement, elle est toujours en vie, mais elle saigne aussi beaucoup, alors elle ne tiendra pas beaucoup plus longtemps. Kai se souvient comment ses blessures ont guéri quand il a trouvé cet endroit pour la première fois, alors il essaie de faire la même chose en utilisant la magie. Tout ce qu'il a à faire est d'imaginer les blessures en train de guérir, et en faisant ça, il est capable de visualiser les tissus du corps d'Alu. Kai n'avait aucune connaissance préalable en biologie, mais il sait maintenant que la mitochondrie est la centrale de la cellule, et avec cette précieuse connaissance, il est capable de guérir les blessures d'Alu. Kai est honnêtement surpris que ça ait marché, mais il semble qu'Alu va devoir se reposer un moment avant de pouvoir se relever. Pendant ce temps, Kai entend une agitation au sommet de la vallée, et il réalise que les orques attaquent. Les Koror sont pratiquement sans défense contre les orques massifs, alors ils ne peuvent pas faire grand-chose, mais soudain, Kai arrive et les sauve en poignardant un des orques à travers la poitrine. Pendant son absence, quelques Koror ont déjà été tués, et le coupable est le chef orc. Le chef orc affiche son sceau divin pour essayer d'intimider Kai, mais son couperet est encore trempé dans le sang des Koror qu'il a tués, alors il n'y a aucun moyen que Kai recule avant d'avoir eu sa revanche, et il n'est pas le seul à être outré parce qu'il commence à entendre une voix dans sa tête lui disant de tuer l'orc et d'instiller la peur dans son cœur avant qu'il ne meure. Kai réalise que la voix vient du dieu de la vallée, et en tant que porteur du gardien du dieu de la vallée, il est prêt à exécuter sa volonté, mais avant que Kai ne commence à se battre, Porik s'avance et dit qu'il assistera.
Il n'est peut-être pas aussi puissant que Kai, mais il est aussi un porteur de gardien, alors il peut se débrouiller dans un combat. Kai apprécie l'aide supplémentaire parce que ça rendra les choses beaucoup plus faciles, et juste pour que les orques sachent à quoi ils ont affaire, Kai se retourne vers eux et active aussi son sceau divin. La confiance sur le visage des orques disparaît quand ils réalisent qu'ils doivent maintenant affronter 2 porteurs de gardiens, mais leur chef les force encore à attaquer, alors ils chargent, et les 2 sont immédiatement tués par Kai. Un des orques essaie de s'approcher furtivement de Kai pendant qu'il est distrait, mais Porik se précipite et le tue pour le protéger. Kai le remercie pour l'aide, mais s'occuper des orques plus faibles est tout ce que Porik peut gérer, alors il dit à Kai qu'il va devoir combattre l'orque porteur de gardien tout seul. Kai ramasse un coup près et commence à marcher lentement vers le dernier orque. L'orque réalise qu'il est foutu, alors il essaie d'utiliser le Tauque no Jutsu. Celui-ci sait parler la langue humaine, alors il dit à Kai qu'il n'a pas besoin de se battre parce que l'orque ne voulait attaquer que les Korors. Il dit qu'il ne voulait pas offenser Kai. Normalement, Kai ne serait pas si en colère, mais non seulement les orques ont tué un tas de Korors, ils l'ont aussi fait dans la vallée de Kai. L'orque voit l'énergie spirituelle bleue d'un dieu émaner du corps de Kai, alors il commence à supplier pitié, mais Kai n'a aucune pitié à donner, alors l'orque l'attaque dans une tentative désespérée de survie. Cependant, Kai lui coupe le bras avec sa lame d'énergie et poignarde l'orque à travers la poitrine pour sortir sa pierre divine. Alors que Porik regarde ça se produire, il est plus certain que jamais qu'il regarde le même dieu qui lui a pris les yeux, un dieu qui a veillé sur le monde depuis avant l'âge des dieux, l'arbitre. C'est la première fois que Kai tue un porteur de gardien, et Porik explique que quand on boit la pierre divine d'un porteur de gardien, on peut hériter du pouvoir du porteur de gardien décédé. C'est bien plus puissant qu'une pierre divine normale, alors ça devrait lui donner un énorme boost de puissance. Kai coupe la pierre divine en 2, mais avant de la boire, il en offre une portion à Porik. Porik demande à Kai s'il est sûr de ça, mais Kai dit que Porik l'a mérité quand il a aidé à combattre les orques. Porik finit par accepter et le remercie pour sa générosité. Ils boivent ensuite la pierre divine, et Porik tombe à genoux un moment parce que la pierre divine du porteur de gardien a plus d'effet qu'il ne l'avait anticipé. Kai semble aller bien au début, mais une seconde plus tard, il tombe au sol dans l'agonie. Les Korors se rassemblent et demandent à Kai s'il va bien, mais il leur dit qu'il a juste besoin de se reposer un peu, alors il retourne dans la vallée et les prévient de ne pas le déranger ou de mettre les pieds dans la vallée sans sa permission. Pendant que Kai se repose, il fait un cauchemar de son enfance dans ce monde. Son village d'origine a été brûlé par un groupe de singes, le forçant à fuir et à chercher refuge à Lag. Le lendemain matin, Kai se réveille, et il est surpris de se trouver couvert par une couverture, et il est encore plus surpris quand il réalise qu'Alu dort à côté de lui. Il panique et demande à Alu ce qu'elle fait, alors elle explique qu'elle ne voulait pas que Kai attrape froid, alors elle le gardait au chaud. Kai l'a peut-être sauvé, mais elle a quand même été envoyée ici comme offrande, alors elle est déterminée à passer le reste de sa vie à servir Kai du mieux qu'elle peut. Kai lui dit qu'il n'a pas besoin d'une servante, alors elle devrait juste rentrer chez elle, mais Alu dit qu'elle ne peut pas faire ça. Porik lui a dit que si elle ne remplissait pas son rôle d'offrande, alors un grand malheur s'abattrait sur tous les torts, alors elle refuse de partir. Kai commence à essayer de la convaincre de rentrer chez elle, mais ensuite il réalise que le soleil est levé, alors il doit retourner au village de Lag avant que quelqu'un ne remarque qu'il est parti. Kai saute sur le côté de la vallée, mais il est choqué de voir le reste des Korors toujours là à l'attendre. Il pensait qu'il serait parti maintenant, mais bien que Porik soit reconnaissant que Kai les ait sauvés des orques, ils n'ont vraiment nulle part où aller, et puisque leur ancien village a été détruit, ils espéraient que Kai les laisserait vivre ici et se consacrer aux dieux de la vallée. Kai se sent un peu mal pour eux, alors il accepte de les laisser vivre sur les terres entourant la vallée. Cependant, il leur interdit d'entrer dans la vallée sans sa permission. Il se prépare ensuite à retourner à Lag, mais avant de partir, Kororu a quelque chose d'important à lui dire. Un peu plus tard, Kai retourne à Lag, mais dès qu'il arrive, il doit faire face à une José contrariée parce qu'il est en retard pour leur session d'entraînement matinale. Elle lui demande ce qui a pris autant de temps, mais Kai ne peut pas lui dire qu'il a quitté le village pour visiter sa vallée, alors il dit juste qu'il a trop dormi. Un peu plus tard, le chef approche quelques amis de Kai et leur demande s'ils savent où il est. Manso lui dit que Kai est assigné au devoir de la maison de stockage aujourd'hui, alors il devrait être près du château, et une fois que Moloch le trouve, il défie Kai en duel. Après avoir entendu parler de la performance de Kai quand il a protégé José, Moloch veut voir par lui-même à quel point Kai est fort. Mais bien sûr, ce n'est qu'un combat amical simulé, alors il dit à Kai qu'il n'a pas à s'inquiéter de se faire tuer. Kai est soulagé que ce ne soit pas un combat à mort, mais compte tenu de ce que Porik lui a dit, il va devoir faire attention. Il a dit que Kai devrait garder son statut de porteur de gardien caché pour l'instant, puisque ça ne fait pas longtemps qu'il a acquis son pouvoir, il sera une cible facile jusqu'à ce qu'il le maîtrise. Ça veut dire que Kai doit cacher son sceau divin à tout prix, alors il doit se retenir contre Moloch, même s'il est plus faible. Moloch fait le premier mouvement, alors Kai saute sur le côté et commence à esquiver toutes les attaques, mais il est vraiment énervé.
alors son sceau divin est visible. Kai réussit à se calmer pour faire disparaître le sceau divin, mais il doit encore combattre Moloch, alors il charge en avant et le frappe avec la lance. Malheureusement, Moloch est tellement musclé que la lance se brise quand Kai essaie de le frapper, alors maintenant Kai est forcé de combattre à main nue. Et à l'honneur de Kai, il n'abandonne pas, mais comme l'homme numéro 1 dans le combat contre le gorille, Kai se fait repousser. Kai a juste eu le souffle coupé, alors il n'y a aucun moyen qu'il puisse continuer à se battre, mais heureusement, Moloch était satisfait de son combat. Il tend la main pour aider Kai à se relever, et comme il a pris Kai en affection, il dit qu'à partir de demain, il entraînera Kai personnellement. Kai ne veut pas le faire, mais il ne peut pas refuser une offre du chef. José est impressionné que Kai ait pu tenir tête aussi bien contre son père, mais Zora ne semble pas aussi impressionné parce qu'il pense toujours que Kai est juste un roturier ordinaire. Cependant, José est déjà occupé à penser à sa prochaine session d'entraînement avec Kai. Après que Moloch parte, Manso et le reste des amis de Kai viennent vérifier s'il va bien, et une fois qu'ils savent qu'il va bien, ils se moquent de lui parce qu'il est coincé à s'entraîner avec Moloch. Avec José et Moloch qui réclament l'attention de Kai tout le temps, il n'a pas pu quitter le village pendant un moment, mais Taniki a enfin l'occasion de partir. Kai retourne à la vallée, et il est excité d'être de retour, mais ensuite il repère une maison où le feu est allumé, et il se met en colère parce qu'il pense que les Korors y ont emménagé malgré son avertissement que cet endroit était interdit. Cependant, quand il va voir qui a fait ça, il réalise que c'était juste Alu. Kai a interdit aux Korors d'entrer dans la vallée, mais Alu n'est jamais vraiment partie, alors elle ne brise aucune règle. En plus, elle a préparé le retour de Kai, alors elle sort une assiette de nourriture qu'elle a faite pour lui. Kai était sur le point de lui dire de partir, mais ensuite il voit la nourriture qu'elle a préparée, et soudain, ça ne le dérange plus qu'Alu reste dans la vallée. Alu lui demande s'il aime la nourriture qu'elle a faite, et Kai lui dit que c'est délicieux, mais à part le goût, c'est le plus gros repas qu'il ait jamais eu le plaisir de manger. Il aimerait presque pouvoir rester ici pour toujours parce que ses portions de nourriture au village sont généralement vraiment petites. Mais à la surprise de Kai, le lendemain quand il va à la cafétéria pour prendre sa nourriture de la journée, il reçoit une portion décemment grande. La dame lui dit qu'elle lui en donne plus parce qu'il a vraiment travaillé dur récemment. Kai est reconnaissant pour la nourriture supplémentaire, mais ses amis sont jaloux, alors il demande à la dame de la cafétéria pourquoi Kai est le seul à avoir un traitement spécial. Elle leur rappelle alors qu'ils ont paraissé toute la journée, alors s'ils veulent plus de nourriture, ils vont devoir travailler dur pour ça. Pendant ce temps, de l'autre côté de la cafétéria, Elsa sert d'autres villageois, mais elle était si distraite en regardant Kai qu'elle a accidentellement mis un tas de nourriture supplémentaire dans l'assiette d'un type random. Alors maintenant elle doit le convaincre de la lui rendre. Dans les jours qui suivent, Kai continue sa routine de sortir furtivement du village la nuit pour vérifier la vallée, et pendant qu'il est là, il décide d'aider Alu à construire une maison, mais il n'y a aucun moyen qu'il puisse tout faire en un jour, alors la première chose qu'il fait est d'abattre un arbre avec sa lame d'énergie. Le lendemain matin, il retourne à Lag et passe la journée à s'entraîner avec José, et ensuite cette nuit-là, il retourne à la vallée pour continuer à construire. Il est affamé, s'habitue à aller et venir sans que personne ne le remarque, et il apprécie vraiment la vie dans les deux villages. Un jour, lui et ses amis ont pour tâche de déplacer un énorme rocher pour faire de la place pour de nouveaux champs, mais même avec tous leurs efforts combinés, ils ne peuvent pas le bouger du tout, et voyant que tout le monde a du mal, Moloch décide d'intervenir et d'aider pour aujourd'hui. Tout le monde lui fait de la place, alors Moloch attrape le rocher et commence à le soulever de toutes ses forces. Même pour quelqu'un d'aussi fort que Moloch, un rocher comme ça reste un énorme défi, mais après quelques secondes, Moloch réussit enfin à sortir le rocher du sol et même à le soulever au-dessus de sa tête. Maintenant que le rocher est sorti du sol, cette terre peut enfin être labourée pour l'agriculture, et avec les champs supplémentaires, le village de Lag prospérera encore plus, alors Moloch est heureux. Voir Moloch comme ça motive Kai à devenir un bon porteur de gardien comme lui, alors plus tard cette nuit-là, pendant que Kai est dans la vallée, il commence à s'entraîner avec ses pouvoirs et essaie de faire pousser une fleur, mais peu importe combien d'énergie il y met, la fleur ne répond pas. Il est peut-être physiquement fort maintenant, mais il y a encore beaucoup que Kai doit apprendre avant de pouvoir se qualifier de vrai porteur de gardien. Le lendemain matin, Kai retourne à Lag, et normalement, personne ne se réveille aussitôt le matin, mais aujourd'hui, Kai tombe sur Elsa dans les champs de fleurs. Il lui demande pourquoi elle est debout si tôt, et elle explique qu'elle veut juste admirer les fleurs pendant qu'elles sont en fleurs. Kai n'a jamais vraiment fait attention aux fleurs avant, mais il admet qu'elles sont belles. Elsa dit que ces fleurs lui rappellent celles qui poussaient dans le village où elle et Kai ont grandi. Kai est confus, mais Elsa continue en parlant de comment, quand leur village brûlait, ils ont quand même essayé de sauver au moins les fleurs. Il faut un moment à Kai, mais il finit par se souvenir qu'Elsa faisait aussi partie de son village d'origine. Elsa est en colère que Kai ne se souvienne pas d'elle puisqu'elle était là avec lui quand le village a été détruit, mais pour la défense de Kai, il était vraiment jeune à l'époque, alors la plupart des souvenirs sont flous. Kai n'a peut-être pas fait attention à Elsa,
mais elle a définitivement fait attention à lui, et elle trouve incroyable qu'il ait pu attirer l'attention de Moloch. Cependant, Kai lui dit qu'il a encore un long chemin à parcourir parce que comparé à Moloch, Kai est encore un faible. Il a encore beaucoup à apprendre s'il veut devenir plus fort parce que c'est la seule façon pour lui de survivre. Elsa se souvient que Kai a dit la même chose le jour où leur village a brûlé, mais la mémoire de Kai est encore un peu floue, alors elle explique ce qui s'est passé. Pendant que tous les villageois évacuaient, ils ont soudainement été attaqués par un singe, et aucun d'eux ne savait se battre, alors ils étaient condamnés à être massacrés. Cependant, Kai a couru sans peur vers le singe et a attrapé sa jambe. Bien sûr, Kai était bien trop faible pour vraiment blesser le singe, mais son courage a donné assez de temps à Moloch pour arriver et les sauver. Kai était soulagé que Moloch les ait sauvés, mais il était aussi frustré par le fait qu'il ne pouvait presque rien faire pour aider, alors il a juré qu'il ferait tout ce qu'il fallait pour devenir plus fort. Mais encore une fois, son serment ne veut peut-être pas dire grand-chose puisqu'il l'a oublié jusqu'à maintenant. Elsa lui dit que ça veut dire beaucoup pour elle parce que ce jour-là, même si ça n'en avait pas l'air, Kai a sauvé tous les villageois, alors à ses yeux, il sera toujours un héros courageux. Pendant ce temps, au milieu de la forêt, les singes et les orques se battent, et le général orc domine absolument la bataille. Même les porteurs de gardiens singes n'avaient aucune chance contre lui et ont été décapités instantanément. Avec ça, les orques ont revendiqué la victoire sur les singes pour ce territoire, et maintenant, leur prochaine cible est la vallée de Kai, et pour l'instant, Kai ignore complètement la menace imminente. Rien n'est encore arrivé à la vallée, alors Kai retourne à Lag, et le lendemain matin, il est assigné au garde-magasin. Là, il trouve un grain de blé par terre et se demande s'il peut l'utiliser pour faire des boulettes de riz, car il a vraiment envie d'en essayer. C'est alors qu'Elsa s'approche de lui et l'entend parler des boulettes de riz. Elle lui demande donc de lui expliquer ce que c'est. Kai ne sait pas vraiment comment l'expliquer, mais il sait que c'est censé être très savoureux, même s'il n'en a jamais mangé. Quelques instants plus tard, Manso arrive et dit à Kai d'arrêter de discuter avec Elsa et de retourner au travail, car ils ont encore beaucoup de sacs à déplacer. Kai s'excuse et prend plus de sacs, tandis que Moloch ordonne à tout le monde de se dépêcher de cacher les sacs de nourriture dans la cave avant l'arrivée de l'inspecteur. Ora s'approche de Moloch et lui demande s'il est vraiment nécessaire de cacher la nourriture à l'inspecteur, mais Moloch lui répond que les réserves alimentaires du village sont basses. S'il ne cache pas de la nourriture à l'inspecteur, les rations des villageois diminueront. Ora semble s'en moquer, car un peu de famine n'a jamais fait de mal à personne, mais Moloch, lui, se soucie du bien-être de son peuple et ne laissera personne mourir de faim sous sa surveillance. Kai et ses amis ne connaissent pas tous les détails, mais ils ont entendu qu'un inspecteur arrive des plaines centrales et qu'ils doivent cacher une partie de leur nourriture pour qu'ils ne la prennent pas toute. Ils ont aussi entendu dire que l'inspecteur est un porteur de gardiens encore plus puissant que Moloch, mais qu'il n'utilise pas son pouvoir pour des raisons nobles comme Moloch. Quelques heures plus tard, l'inspecteur arrive, alors on ouvre la porte pour lui, et Moloch sort pour l'accueillir. La première chose que fait l'inspecteur est de se plaindre du nombre de demi-humains dans la région, car il a été attaqué par des singes en chemin. Selon lui, il y avait une dizaine de singes, mais il a réussi à les repousser seul, donc il va bien. José est impressionné, car il faut une sacrée force pour vaincre 10 singes seuls, mais elle ne l'est plus quand elle le rencontre enfin. Gandalf ressemble à un crapaud, et la première chose qu'il fait est de l'insulter en la traitant de femme faible. Il insulte aussi Ora pour sa faiblesse et son manque de diligence à tuer tous les demi-humains de la région, et aucun des deux ne peut lui répondre. Quelques secondes plus tard, un autre homme franchit la porte du village, et Moloch lui demande s'il fait partie du groupe de Gandalf. Mais ce n'est pas le cas. L'homme se présente comme Nada et explique qu'il a été envoyé par le monastère de Maz. Il a simplement suivi le même chemin que Gandalf, c'est pourquoi ils sont arrivés en même temps. Gandalf inspecte le garde-magasin du village et est déçu, car il n'y a pas beaucoup de grains. En tant que collecteur d'impôts, Gandalf prend grand plaisir à prélever autant qu'il peut des petits villages, alors il demande à Moloch si c'est vraiment tout le grain que le village a stocké. Moloch jure qu'il ne songerait même pas à frauder les taxes et assure à Gandalf que c'est tout ce qu'ils ont. Il invoque comme excuse que le temps a été mauvais récemment, ce qui a limité leur récolte. Cependant, Gandalf décide d'utiliser le temps comme prétexte pour rester à Lag un moment, car il est suspicieux. Moloch n'a d'autre choix que d'accepter la demande de Gandalf, mais cela signifie qu'ils vont devoir subvenir à tous les caprices luxueux de Gandalf. José n'aime pas ça, mais Moloch lui dit qu'ils ne peuvent rien faire, car Gandalf est un inspecteur officiel, et s'opposer à lui revient à s'opposer au roi. Peu après, Kai se promène dehors quand il voit Nada s'occuper d'une tombe. Il le remercie de prendre soin des tombes, mais Nada répond qu'il ne fait que son travail de moine. Il a entendu des rumeurs sur Kai et c'est qu'il est soudainement devenu fort après avoir mangé une tonne de pierres de Dieu, alors il dit que la même chose lui est arrivée. Dans le cadre de son entraînement au monastère, Nada a dû manger beaucoup de pierres de Dieu, ce qui lui a permis de devenir très fort. Kai, intrigué,
demande à Nada si sa force est comparable à celle des porteurs de gardiens. Nada affiche alors fièrement son emblème divin, comme preuve de sa force. Kai est encore plus étonné, car il ne savait pas que Nada était un porteur de gardien, mais Nada lui explique que ce n'est pas le cas. Il a peut-être un emblème divin, mais il n'a jamais reçu de protection divine. Kai ignorait qu'il était possible d'obtenir un emblème divin sans protection divine, mais selon Nada, si on s'entraîne dur et devient assez fort, on peut potentiellement manifester un emblème divin. Pendant que Kai et Nada discutent, Gandalf vient de se faire servir un repas extravagant au château, mais il n'est pas satisfait. Le serveur explique que c'est le mieux qu'ils puissent faire avec leurs réserves actuelles, mais Gandalf s'en moque et exige plus de nourriture, même si quelques villageois doivent mourir de faim. À cause des exigences de Gandalf, les portions des repas des villageois sont devenues ridiculement petites, et ils ne sont pas contents. Ils souhaitent que Gandalf retourne déjà à la capitale pour qu'ils puissent recommencer à manger comme avant, mais ils ne peuvent pas le forcer à partir. Pendant ce temps, dans la chambre de Moloch, Nada a une réunion avec lui pour discuter d'un sujet sérieux. On a signalé un grand groupe d'orques, bien plus important que d'habitude, alors Aura craint qu'il ne s'agisse d'une invasion. Nada le rassure en disant qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car le groupe n'est pas assez grand pour envahir le royaume humain, mais c'est tout de même une énorme menace. Nada aimerait donc poursuivre les orques, mais il ne connaît pas bien la région et demande si Moloch pourrait lui fournir de l'aide. Moloch comprend et dit qu'il organisera une escorte pour aider Nada dans sa mission de traquer les orques. Cette nuit-là, Kai retourne dans la vallée et a une mauvaise nouvelle pour Alu. Il a été choisi pour faire partie de l'équipe qui aidera Nada à traquer les orques qui rôdent dans la région, donc il ne pourra pas revenir avant la fin de la mission. Alu comprend, mais elle craint que Kai ne revienne jamais dans la vallée s'il part. Cependant, Kai la rassure en disant qu'il reviendra quoi qu'il arrive. Après tout, il est le porteur de gardien de cette vallée et a le devoir de la protéger. Kai sort ensuite de la vallée pour rencontrer Porik. Il explique qu'il va chasser un groupe d'orques apparus dans la région, et Porik suggère qu'il pourrait être là pour chercher le groupe que Kai a tué il y a quelques jours. Kai pense que Porik a peut-être raison, mais il ne croit pas que ce sera un problème, car il est prêt à affronter tout ce que les orques lui réservent. Le lendemain matin, Gandalf traîne toujours comme un fainéant tandis qu'une équipe est envoyée pour traquer les orques que Nada recherche. Aura et Moloch regardent l'équipe partir, mais Aura ne pense pas que ce soit une bonne idée d'avoir envoyé José. Normalement, Moloch aurait envoyé Aura, mais celui-ci doit s'occuper des singes qui auraient attaqué Gandalf en chemin. De plus, Kai est avec elle, et Moloch lui fait confiance, donc il est sûr que José ira bien. C'est alors qu'Elsa sort en courant de la porte, car elle a quelque chose à donner à Kai. Elle a fait de son mieux pour recréer les boulettes de riz dont Kai parlait en utilisant du blé, et elle aimerait qu'il les goûte. Kai la remercie pour ce cadeau attentionné, et, étrangement, regarder ces boulettes lui rappelle sa mère, même s'il a toujours été orphelin dans ce monde. Manso appelle alors Kai et lui dit de se dépêcher, alors Kai remercie encore Elsa et range les boulettes de blé dans sa chemise pour plus tard. Le groupe part ensuite, après avoir marché un moment, tombe sur une scène horrible. Des dizaines de singes et d'orques morts sont éparpillés partout, et Nada pense que les orques qu'ils poursuivent ont dû se battre avec les singes. Cependant, il y a beaucoup plus de cadavres de singes que d'orques, mais il semble que les orques ont gagné la bataille. Kai ne comprend pas pourquoi les orques feraient une chose pareille. José lui dit qu'il pourrait poursuivre la même chose que Nada, car elle a entendu sa discussion avec Moloch et Aura la nuit dernière, bien qu'elle n'ait pas saisi tous les détails. Nada s'approche, et comme Kai et José sont curieux, il explique qu'il est ici à cause d'une prophétie. Selon celle-ci, un dieu puissant est censé apparaître dans ces terres, et c'est le travail de Nada de trouver ce dieu et sa pierre tombale avant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. On dit que l'espèce qui s'emparera du dieu acquérera un pouvoir incroyable, donc il ne peut pas se permettre que les demi-humains le trouvent en premier. Kai demande quel genre de dieu c'est, et Nada lui répond que c'est un esprit sauvage que personne ne peut contrôler. Il a un pouvoir insondable et est impartial envers le bien et le mal, un peu comme un arbitre. Après avoir entendu cela, et avec tout ce qui s'est passé dans la vallée, Kai réalise que le dieu que Nada cherche est peut-être lui, mais il ne peut pas leur dire. Le groupe continue à marcher, et, après un moment, arrive dans un village complètement en ruine. Kai pense que les orques ont peut-être un lien avec ça, et bientôt, Nada croit que c'est l'œuvre des orques. José se précipite immédiatement, car elle veut aider les villageois attaqués. Nada la prévient que ça pourrait être dangereux, mais elle ne peut pas ignorer des gens en détresse. Une fois dans le village, il découvre que beaucoup de maisons ont été détruites et qu'il y a quelques Yuzels morts par terre. Les Yuzels sont une espèce paisible et calme, donc ils ne sont pas hostiles envers les humains, mais celui qui a fait ça l'était définitivement. Kai repère une hache d'orque sur une clôture, alors tout le monde se met en garde et dit à José qu'il devrait partir avant que d'autres orques n'arrivent. Cependant, José pense que certains Yuzels ont peut-être survécu, donc elle ne partira pas avant d'avoir fouillé le village à la recherche de survivants. Nada pense aussi qu'il devrait fouiller le village,
surtout parce qu'il veut examiner la pierre tombale ici. Dans ce cas, Manso demande à Kai d'accompagner Nada pendant que les autres restent pour protéger José. Pendant que José et les autres traversent le village, ils discutent de l'étrangeté de la situation. Le village est complètement vide, mais les dégâts aux bâtiments sont minimes. Normalement, les orques causeraient bien plus de destruction s'ils attaquaient un village comme ça. C'est alors que José remarque du sang par terre, et la traîne mène à un hangar. Elle pense qu'il y a peut-être un Yuzel blessé à l'intérieur. Pendant ce temps, Kai et Nada entrent dans le sanctuaire du village pour examiner la pierre tombale de leur dieu. Il fait assez sombre, donc Nada décide d'utiliser son énergie spirituelle pour créer du feu, mais Kai le prévient de ne pas attirer trop l'attention, car il pourrait y avoir des orques aux alentours. Nada est surpris que Kai soit si calme, car la plupart des gens paniqueraient en voyant un homme créer du feu à partir de rien. Il se demande si Kai a déjà vu une technique comme ça, mais Kai ne peut pas vraiment expliquer qu'il sait aussi utiliser le feu, alors il dit simplement à Nada qu'il en a entendu parler dans une histoire. Bien que Nada ne semble pas vraiment le croire. De retour à la surface, José appelle la personne dans le hangar et dit qu'elle ne leur fera pas de mal, mais quand elle ouvre la porte, la seule chose qui en sort est un orque mort. Quant à Kai et Nada, ils ont enfin trouvé la pierre tombale, donc Nada sort un petit carnet et l'utilise pour traduire les mots inscrits. Pendant ce temps, Kai fait le tour pour sécuriser les alentours, mais à sa surprise, il trouve une fille Yuzel allongée par terre. Kai et Nada la ramènent à la surface, et avec la Yuzel, ils ont trouvé 3 cadavres d'orques au total. En voyant qu'il n'y a que 3 orques, Nada réalise que ce n'est pas la force principale des orques, et à en juger par les vêtements de la femme, il semble qu'elle était la porteur de gardien de ce village. Les autres sont surpris d'entendre ça, car les porteurs de gardiens féminins comme José sont rares, et selon Nada, la porteur de gardien des Yuzel a combattu seule tout du long. Les Yuzel sont, par nature, très faibles, donc normalement ils ne pourraient jamais espérer vaincre ne serait-ce qu'un seul orque. Pourtant cette femme a réussi à tuer les 3 orques pour permettre à certains des siens de s'échapper, même si cela lui a coûté la vie. Savoir que d'autres porteurs de gardiens féminins peuvent accomplir de telles choses donne à José l'espoir qu'elle aussi pourra être assez forte pour combattre et protéger ce qui lui tient à cœur. Ils organisent un petit enterrement en l'honneur des Yuzel morts et de leurs porteurs de gardiens, mais il semble que la pierre de dieu de la porteur de gardien ait été prise, donc la protection de son dieu local a probablement été transférée à une autre personne. En parlant de dieux locaux, Manso demande à Nada s'il a trouvé ce qu'il cherchait dans le sanctuaire, mais le dieu ici n'était pas celui de la prophétie. Il n'y avait que 2 chemins après le champ de bataille des orques, donc si seulement 3 orques sont venus par ici, alors la force principale doit être partie de l'autre côté. Kai jette un coup d'œil à la carte et réalise que le chemin dont parle Nada mène droit à sa vallée. Il se porte immédiatement volontaire pour partir en éclaireur, car il ne peut pas laisser les orques envahir sa vallée. Nada trouve étrange que Kai soit si motivé, mais il décide de le laisser partir en éclaireur, alors Kai s'élance en courant. Pendant ce temps, dans la vallée, Porik et les autres Croraux viennent d'apprendre qu'un groupe d'orques se dirige droit vers la vallée. Porik sait que sans Kai, ils sont pratiquement condamnés, alors il dit à Ketchek de rassembler autant de gens que possible et de se cacher pendant qu'il affronte les orques. Il sait qu'il n'a aucune chance, mais en tant que porteur de gardien de son peuple, il ne peut pas rester là à les laisser se faire massacrer. Il compte donc les retarder et espérer que Kai arrivera à temps pour les sauver. Cette même nuit, Ora et ses hommes se rapprochent des singes qui ont été aperçus près de Lag, et à sa surprise, il y a tout un campement d'entre eux ici, et ils semblent se préparer à une attaque. Ces hommes suggèrent qu'ils devraient se regrouper avec le reste de leur escouade et revenir attaquer plus tard, mais Ora ne veut pas attendre aussi longtemps. Ces hommes essaient de l'arrêter car ils ne sont pas assez nombreux ici pour affronter tous les singes, mais Ora s'en moque. Ce serait une chose s'ils s'inquiétaient que les singes lancent une attaque pendant leur retraite, mais la raison pour laquelle Ora veut se précipiter dans ce combat est qu'il veut obtenir l'approbation de Gandalf. Heureusement, personne n'est d'accord avec lui, donc Ora finit par accepter de retourner à Lag et de se regrouper avant d'attaquer les singes. Pendant ce temps, l'autre groupe a établi un camp près du village détruit, et les amis de Kai se demandent s'il a réussi à trouver la horde d'or ou non. Ils ne peuvent rien faire jusqu'à ce que Kai revienne et leur indique l'emplacement des ors, mais cela fait un moment maintenant, donc ils commencent à s'inquiéter pour la sécurité de Kai. Joséès est particulièrement inquiète, donc elle se demande si elle aurait dû partir avec Kai. Elle envisage même de courir après lui pour essayer de le rattraper, mais les autres lui disent qu'elle ne peut pas faire ça, leur travail est de s'assurer que Joséès est en sécurité à tout moment, et Kai ne voudrait pas qu'elle se jette dans le danger sans raison. Nada s'approche de Joséès et lui dit qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter autant, car Kai est un combattant incroyablement capable, donc il ne mourra probablement pas là-bas. Quoi qu'il en soit, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est croire en la force de Kai, mais cela dit, Nada dit à tout le monde qu'il se dirige vers le sommet de la colline. Manso lui demande pourquoi il y va, donc Nada explique qu'il va prier pour le retour sain et sauf de Kai. Mais en réalité, il y va pour exécuter une technique spéciale qui lui permet de suivre ce que Kai fait.
Pour une raison quelconque, il a l'impression que Kai en sait plus sur le dieu de la vallée qu'il ne veut bien l'admettre, donc Nada commence à méditer, et 2 yeux lumineux apparaissent au-dessus de lui. Nada envoie ensuite ses yeux dans la forêt pour trouver Kai, et de son côté, Kai est en train de courir à toute vitesse pour atteindre la vallée avant qu'il ne soit trop tard. En chemin, il remarque une tonne d'empreintes d'or dans la terre, et il semble qu'ils se dirigent tous droit vers la vallée. C'est alors que Kai entend des bruissements dans les buissons, et quelques secondes plus tard, quelqu'un bondit et attaque Kai avec un couteau. Kai dégaine sa propre lame, il était prêt à poignarder son agresseur sur place, mais il réalise alors que c'était juste Ketchek. Le reste des Korors sort quelques instants plus tard, et Kai est soulagé que ce ne soit pas un ORC, mais il est aussi curieux de savoir pourquoi les Korors sont arrivés ici en premier lieu. Porik explique qu'ils ont entendu des ors approcher de la vallée, donc ils sont venus ici pour confirmer leurs mouvements et éventuellement les retenir. Cependant, Kai dit qu'il n'avait pas besoin de faire tout ça, il est le porteur gardien de la vallée, donc c'est son travail de la protéger. Mais Ketchek dit que lui et les autres Korors ont aussi le droit de défendre la vallée car ils ont construit leur nouveau village autour, donc ils ne l'abandonneront pas. Kai est heureux de savoir que les Korors resteront à ses côtés, mais c'est alors qu'ils entendent un bruit fort à proximité, et après enquête, Kai réalise que la bande d'or vient vraiment par ici. Malheureusement, le chef des Ors l'aperçoit, donc il va devoir se battre. Pendant que Kai risque sa vie, Gandalf est de retour à Lag, se goinfrant et gaspillant autant de nourriture des villageois qu'il le peut. Il brise irrespectueusement une assiette par terre et déclare que, en tant qu'inspecteur, tout le monde doit le traiter avec le plus grand respect. Sinon, il sera obligé de remettre en question leur loyauté envers le roi des humains. Elsa se baisse pour commencer à nettoyer l'assiette que Gandalf a brisée, mais Gandalf la regarde bien et réalise qu'elle est très jolie, donc il lui demande comment elle s'appelle. Elsa est un peu confuse quant à la raison pour laquelle Gandalf lui parle, mais elle lui dit son nom, et ensuite Gandalf exige qu'elle lui serve à boire. Elle sait exactement où cela mène. Et franchement, elle est dégoûtée par l'expression sur le visage de Gandalf, mais avec son statut, elle n'est pas en position de refuser une demande directe de sa part, donc elle ne sait pas quoi faire. Heureusement, Adilia intervient et place une nouvelle assiette de nourriture sur la table de Gandalf pour le distraire de toute avance envers Elsa. Elle lui sert ensuite à boire avec un sourire pour qu'il puisse demander à Elsa de le faire, et même Gandalf est surpris de la rapidité avec laquelle il a été repoussé. Peu après, Elsa remercie Adilia pour son aide plus tôt, mais Adilia dit que ce n'était pas grave. Soudain, Aura et son second reviennent, et Aura est clairement furieux de ne pas avoir eu l'occasion de combattre les singes, donc il crie pour que quelqu'un appelle son père afin qu'il puisse mobiliser une escouade plus grande pour les éliminer. Revenons à Kai, un des Ors est actuellement en train de le poursuivre, mais alors qu'il tente de frapper, Kai se retourne et le transperce la poitrine. Cependant, pendant que Kai avait le dos tourné, un autre ORC essaie de l'attaquer par surprise, mais avant que Kai ne soit touché, Ketchek l'a poignardé dans le cou. Jusqu'à présent, ils ont réussi à éliminer une bonne partie des soldats Ors, donc les autres Ors commencent à reconsidérer leur choix un peu. Mais soudain, leur chef arrive et commence calmement à marcher vers la ligne de front. Il affiche ensuite son emblème divin pour intimider Kai, mais bien que Kai ne trouve rien de spécial à cela, Porik reconnaît cet emblème, c'est l'un des Rigdaro. Kai n'a aucune idée de ce que Rigdaro est censé signifier, donc Porik explique que parmi les Ors, il y a 6 guerriers exceptionnels avec des dieux terrestres puissants. Ces Ors sont appelés les Rigdaro, et ils sont capables de bien plus que votre porteur gardien moyen. Kai avertit tout le monde de rester en arrière, car il va devoir y mettre toutes ses forces pour vaincre le chef ORC. Nada voit tout cela se produire, et il avait des soupçons auparavant, mais maintenant qu'il a vu l'emblème divin de Kai, il est certain que Kai est celui qu'il cherchait. L'ORC contre lequel Kai se bat s'appelle Adurken, et il sait parler la langue humaine, donc il dit quelque chose comme être surpris que le prédécesseur de Kai soit mort. Il n'avait entendu aucune rumeur récente sur le dieu de la vallée, donc c'était difficile à localiser, mais ensuite un de ses soldats a été éliminé par ici, donc il a décidé de les traquer, et effectivement, cela l'a mené au nouveau dieu de la vallée. Le dieu de la vallée commence à parler à Kai et lui dit de tuer l'ORC, mais Kai avait déjà prévu de le faire, donc il charge et essaie de le poignarder, mais Adurken bloque et contre-attaque, donc Kai est obligé de sauter en arrière pour éviter d'être touché. Il essaie ensuite de poignarder Adurken à nouveau, mais cette fois, Adurken le repousse simplement et traite Kai de faible. Kai réalise qu'il ne peut pas battre Adurken dans un affrontement direct, donc à la place, il se glisse entre les jambes d'Adurken et essaie de le poignarder par derrière. Mais même s'il a une cible claire, la peau d'Adurken est trop dure pour être percée, donc sa lance se brise. Cependant, Kai a encore un plan, donc alors qu'Adurken balance vers lui, il se baisse et envoie la pointe de la lance droit dans le flanc d'Adurken. Cela lui inflige enfin des dégâts, et les Korors sont excités car Kai pourrait vraiment gagner. Mais à la consternation de tous, la blessure d'Adurken se referme instantanément, et une fois debout, il plaque immédiatement Kai au sol. Ketchek demande si tous les porteurs gardiens sont capables de ça, mais Porik lui dit que ce qu'Adurken vient de faire n'est pas normal.
En fait, il commence à craindre qu'Adurken soit immortel. Adurken soulève Kai tandis que les autres Zors l'encouragent, et il traite Kai de piètre excuse de Dieu. Kai essaie de se libérer, mais avec la prise d'Adurken sur sa gorge, le corps de Kai finit par s'affaisser. Adurken dit à Kai qu'il va prendre plaisir à lui prendre tout ce qui lui est cher. Après avoir tué Kai, il va envahir la vallée et tuer tout le monde là-bas juste pour s'amuser, mais Kai refuse que cela arrive. Il rassemble autant de force qu'il peut et attrape le bras d'Adurken avant de le brûler avec du feu, et la douleur de la brûlure fait qu'Adurken jette Kai au sol. Kai est maintenant debout, donc il peut continuer à se battre, et les flammes semblent assez efficaces contre Adurken, donc Kai augmente la chaleur et envoie encore plus de flammes sur Adurken. Cependant, cette fois, Adurken ne brûle pas, à la place, il traverse le feu et envoie Kai valdinguer. Les autres ne comprennent pas comment Adurken a pu survivre à ce mur de feu, donc Adurken explique que l'esprit de son dieu le protège toujours. Le dieu d'Adurken lui accorde la capacité de guérir ou d'annuler toute attaque qu'il peut comprendre, et maintenant qu'il connaît l'astuce du feu de Kai, cela ne fonctionnera plus sur lui. Kai est à court d'options et d'armes, donc il sort son couteau et prend une position défensive, mais il n'a aucune idée de ce qu'il est censé faire ici. Aucune attaque physique ne fonctionnera, et la magie est pratiquement inutile contre Adurken maintenant, donc tout ce que Kai peut faire, c'est espérer le meilleur. Il essaie de poignarder Adurken sur le côté, mais le couteau se brise au contact, donc maintenant il est vraiment à court d'options. Il est ensuite envoyé au sol par Adurken, et Kai commence à avoir l'air d'avoir perdu la volonté de se battre. Les Korors sont vraiment inquiets car la bénédiction d'Adurken est trop forte pour que Kai la surmonte, et Nada craint que si Kai meurt ici, alors le pouvoir du dieu de la vallée ne tombe entre les mains des demi-humains. Adurken regarde Kai avec mépris et le traite de honte, lui, un dieu. Kai se creuse la tête pour trouver quelque chose à faire car, à ce rythme, la vallée et tous ses habitants vont être détruits. C'est alors que Kai lève les yeux et aperçoit les boulettes de riz qu'Elsa a préparées pour lui, et voir ces boulettes de riz lui rappelle toutes les connaissances d'un autre monde qu'il possède. Il se souvient soudain qu'il a encore une astuce dans sa manche, et c'est grâce au cadeau d'Elsa. Adurken se tient au-dessus de Kai et lui demande moqueusement s'il est prêt à accepter son sort, mais Kai planifie simplement son attaque. Le pouvoir du dieu d'Adurken lui permet d'annuler les dégâts de toute attaque qu'il comprend, mais cela ne s'applique qu'aux choses que les gens connaissent dans ce monde. Kai ne comprend pas grand-chose à ces atomes et molécules dont il se souvient, mais il est certain que ni Adurken ni son dieu n'en ont jamais entendu parler, donc il ne devrait pas pouvoir annuler une attaque de la lame d'énergie fendant les atomes de Kai. Alors qu'Adurken lève sa hache avec confiance pour écraser le crâne de Kai, Kai se précipite en avant, et avant qu'Adurken ne réalise ce qui se passe, Kai utilise sa lame d'énergie pour trancher entre les atomes d'Adurken et lui sectionner complètement le bras. Adurken n'a aucune idée de ce qui s'est passé, et les Korors sont tout aussi confus car ils pensaient que la bénédiction d'Adurken le protégeait de tout mal, mais Adurken vient clairement de perdre un bras, donc Kai a dû faire quelque chose de différent. Adurken refuse de croire qu'il est en train de perdre, donc il charge à nouveau vers Kai, mais ce n'était clairement pas un mouvement intelligent, car Kai lui tranche la poitrine, et en quelques secondes, Adurken s'effondre au sol et rend son dernier souffle. Nada a vu tout cela se produire, et il est émerveillé par ce dont Kai est capable. Non seulement il peut utiliser la magie du feu, mais il était aussi capable d'utiliser une magie que Nada n'a jamais vue auparavant, donc il va être prudent. Pendant ce temps, de retour au village en ruine, Manso monte la garde près de Joséès quand soudain, elle s'effondre au sol. Manso panique car il n'a aucune idée de ce qui ne va pas chez elle, mais ensuite lui et les autres voient une blessure à sa jambe, et elle a l'air plutôt grave. Pendant ce temps, de retour dans la forêt, Kai vient de prendre la pierre divine d'Adurken, et les autres Zors regardent avec une déception totale sur leur visage, mais ils savent qu'ils n'ont aucune chance contre Kai, donc ils gardent leur distance. Kai boit la pierre divine d'Adurken, et parce que le dieu d'Adurken était si puissant, le pouvoir que Kai reçoit de la pierre divine est incroyable. Son énergie commence à rayonner vers l'extérieur, et elle est si puissante qu'elle effraie tous les Zors, et Kai a vraiment de la chance que les Zors aient été effrayés car un moment plus tard, il s'effondre au sol inconscient à cause de tout ce nouveau pouvoir. Un peu plus tard, Kai se réveille et ne se souvient pas grand-chose de ce qui s'est passé, alors il interroge les Korors. Cependant, ils sont tout aussi confus que lui car une brusque rafale de vent est survenue après que Kai ait bu la pierre divine d'Aduraken. Porik pense que cela pourrait être dû au fait que le dieu terrestre d'Aduraken est extrêmement puissant. Donc lorsque Kai a pris la force d'Aduraken pour lui-même, cela a dû mettre le dieu en colère. La rafale de vent était très probablement le cri du dieu, mais Kai ignorait que le pouvoir d'un dieu pouvait faire une telle chose, et il commence à se demander quoi faire de toute cette force qu'il possède désormais. Pour l'instant, il se dirige vers le ruisseau pour laver le sang sur ses vêtements, et une fois cela fait, il demande à Porik s'il a remarqué quelque chose d'étrange pendant le combat. Kai était trop occupé pour y prêter attention, mais il avait le sentiment que quelqu'un l'observait, et Porik l'a aussi senti, mais il a choisi de l'ignorer car il ne percevait aucune hostilité. Cependant, c'est tout de même bizarre que quelqu'un ait observé Kai.
Kai prévoit de retourner auprès des autres maintenant, alors il dit au revoir au Koror, mais avant de partir, il décide de faire une pause déjeuner rapide. Il sort les boulettes de riz préparées par Elsa, et il devra faire quelque chose pour la remercier à son retour car, sans elle, il aurait pu mourir. Kai finit par revenir auprès des autres, et dès que Manso l'aperçoit, il lui dit qu'il y a un problème avec José. Kai se précipite pour vérifier l'état de José et remarque immédiatement la marque sur sa jambe, mais il ne sait pas ce qui l'a causé. Nada arrive peu après et dit qu'il reconnaît cette marque, mais avant d'en dire plus, il demande à Kai ce qui s'est passé avec les ors qu'il poursuivait. Kai essaie de détourner la conversation et dit qu'ils doivent se concentrer sur José pour l'instant, mais Nada insiste pour obtenir une réponse. Kai ment et dit qu'il a trouvé les ors, mais qu'ils avaient déjà été massacrés par quelqu'un d'autre à son arrivée. Nada sait évidemment que Kai ment, mais il n'a rien à gagner en le dénonçant ici. Alors il dit à tout le monde que si les ors ont été neutralisés, il devrait ramener José à Lag pour qu'elle soit soignée. Ils partent immédiatement, mais pendant qu'ils portent José, Nada remarque que Kai a du sang d'ORC sur sa chemise. Ce qui est étrange puisqu'il prétend ne pas être celui qui les a tués. Kai invente une excuse et dit qu'il a dû toucher accidentellement l'un des cadavres d'or. Le groupe finit par revenir à Lag, mais une fois sur place, ils découvrent que le village a été attaqué en leur absence. Alors que Kai passe les portes, il trouve le chef des troupes, Basco, portant l'un des blessés, alors il va lui demander ce qui s'est passé. Basco explique que le village a été attaqué par un nombre incroyable de singes, mais grâce aux efforts de Moloch, ils ont pu les repousser. Cependant, comme vous pouvez le voir, le village a été gravement endommagé pendant l'attaque. Kai se précipite vers la mairie, où toutes les personnes dont les maisons ont été détruites se sont rassemblées et crient le nom d'Elsa, espérant qu'elle ait survécu à l'attaque. Heureusement, il entend la voix d'Elsa au bout du couloir, et même si elle est peut-être un peu blessée, elle est encore en un seul morceau, et Kai est vraiment heureux de la revoir. Pendant ce temps, les autres amènent José à Moloch, et il est choqué de voir que José est aussi affecté. Il révèle qu'Ora souffre des mêmes symptômes, et il sait ce qui les cause. Par ailleurs, une équipe d'éclaireurs a été envoyée pour recueillir des informations sur les singes, et à leur horreur, ils découvrent que les singes ont appelé des renforts et se préparent à une autre attaque. Pendant ce temps, de retour au village, Kai aide Elsa à soigner certains villageois blessés, et ils n'arrivent toujours pas à croire que le village ait été si gravement endommagé. Lorsque l'attaque a commencé, Elsa a couru ici avec sa mère et sa petite sœur. Elle avait très peur, mais ce souvenir du visage de Kai l'a rassurée, et dès qu'Elsa prononce ces mots, Granny comprend qu'elle et Kai vont avoir un moment, alors elle s'excuse. Après le départ de Granny, Kai se tourne vers Elsa et dit qu'il veut la remercier pour les boulettes de riz qu'elle lui a préparées, mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Manso arrive et dit que Moloch le cherche. Kai se rend immédiatement dans les quartiers de Moloch pour faire un rapport sur ce qui s'est passé, et Moloch est content que les ors ne soient plus une menace, mais ils doivent encore faire face aux singes. Kai demande ce qui est arrivé à José et Ora, alors Moloch lui dit que les singes ont jeté une malédiction sur les dieux terrestres de José et Ora pour éliminer les combattants les plus forts du village, et selon les éclaireurs envoyés plus tôt par Moloch, il semble que les singes lanceront une autre attaque bientôt. Nada dit à Moloch que si la malédiction est levée, Ora pourra à nouveau combattre, alors il demande à Kai de l'accompagner pour dissiper la malédiction, et la raison pour laquelle il demande à Kai est qu'il a confiance en sa force. Moloch fait aussi confiance à Kai. Alors il lui souhaite bonne chance et lui dit qu'il devra se rendre auprès du dieu d'Ora à Elk et du dieu de José à Ada. La survie de Lag dépend de cette mission, mais il compte sur Kai, et pour José, Kai jure qu'il fera de son mieux. Lui et Nada quittent ensuite la chambre de Moloch, mais en descendant les escaliers, ils entendent Gandalf crier. Même dans cette crise, il reste un parfait profiteur. Kai souhaiterait que Gandalf fasse quelque chose pour aider puisque c'est un porteur de gardien, mais vu à quel point Gandalf est un bon à rien, Nada ne pense pas qu'il sera utile. Quoi qu'il en soit, Nada doit préparer quelque chose pour le voyage, alors il dit à Kai qu'il le retrouvera près de la porte nord quand il sera prêt. En attendant, Kai va voir Elsa et la remercie enfin pour les boulettes de riz qu'elle a préparées. Elsa est contente que son cadeau ait aidé Kai dans sa mission, mais Kai lui dit qu'il doit partir pour une autre mission aujourd'hui. Cependant, il la rassure en disant qu'il reviendra dès que possible, et à son retour, il promet d'emmener Elsa dans un endroit très spécial. Elsa prend les mains de Kai et lui dit qu'elle a hâte, mais alors que Kai part, elle commence déjà à lui manquer. Kai finit par retrouver Nada à la porte nord, et Nada semble avoir reçu un sac de Moloch pour aider à dissiper la malédiction. José et Ora souffrent toujours beaucoup. Heureusement, Kai et Nada viennent d'arriver dans le village d'Elk, où le dieu terrestre d'Ora est enchâssé. Si les singes ont vraiment pris la peine de placer une malédiction sur la pierre tombale ici, alors ils doivent la garder pour empêcher quiconque de dissiper la malédiction. Nada dit qu'il va aller jeter un coup d'œil, alors il commence à utiliser sa technique de surveillance, et Kai reconnaît que c'est la même chose qu'il a senti pendant son combat contre la Durkan. Nada lui dit que cette technique s'appelle milieu,
et que c'est une technique secrète qu'il a apprise au monastère, lui permettant de voir n'importe quoi, peu importe la distance. Une fois que Nada a terminé, il dit à Kai qu'il n'y a que 5 singes gardant la pierre tombale, donc tous deux devraient pouvoir s'en occuper. Dès qu'ils arrivent à la pierre tombale, Kai passe à l'action et tranche la gorge de l'un des singes, puis empoignarde 2 autres. Il rejoint ensuite Nada pour l'aider, mais Nada est clairement assez fort pour se débrouiller seul au combat. Kai est impressionné par les compétences de Nada, mais il ne réalise pas que son emblème divin est visible. Nada le savait déjà, mais maintenant qu'il a vu de ses propres yeux, il s'agenouille et demande à Kai d'utiliser le pouvoir du dieu sauvage pour le bénéfice du royaume unifié des hommes. Kai dit à Nada qu'il n'a pas besoin de s'incliner, mais Kai ne veut vraiment pas en parler maintenant, alors il dit qu'il devrait s'occuper de la malédiction sur le dieu terrestre Dora. Nada accepte de laisser tomber le sujet pour l'instant, alors il commence à nettoyer la pierre tombale, pendant que Kai monte la garde. Pendant que Nada nettoie, il explique à Kai que le royaume unifié a besoin d'un nouveau dieu puissant, mais pas seulement pour renforcer le royaume. La vérité est que le royaume humain décline chaque année, et la raison en est des gens comme Gandalf. Les porteurs de gardiens les plus puissants du royaume sont devenus aveuglés par l'autorité et le luxe qu'elle leur procure, et par conséquent, ils ont relâché leurs devoirs. Cela a gravement diminué le pouvoir des dieux qui soutiennent le roi, et si rien n'est fait, la situation continuera à empirer. Nada explique que si le royaume était encore aussi fort qu'autrefois, des renforts auraient pu être déployés pour aider lors de catastrophes comme celle-ci, mais dans l'état actuel des choses, le nombre de tragédies continuera d'augmenter année après année car leurs dieux actuels ne peuvent plus soutenir le roi. C'est pourquoi Nada cherchait un nouveau dieu pour renforcer le royaume, même si cela signifie détruire la hiérarchie actuelle. Nada commence ensuite le rituel pour dissiper la malédiction, alors Kai lui demande ce qu'il verse sur la pierre tombale. Nada explique que le dieu d'Elk sert le dieu de Lag, donc en versant le sang de son porteur de gardien, Moloch, la malédiction peut être levée. Une fois que le sang a disparu, Nada dit à Kai que le rituel est terminé, alors ils doivent se rendre au village d'Ada pour dissiper la malédiction de José. En chemin, Nada commence un autre discours sur les changements dans le monde. Il souligne le fait que les singes étaient si désespérés qu'ils étaient prêts à affaiblir les dieux terrestres et déstabiliser la terre juste pour gagner. Kai demande ce qu'il veut dire par désespéré, alors Nada explique que, selon ses recherches, la nation des singes fait face à une grande menace, une qui pourrait les forcer à abandonner leur foyer, ce qui explique pourquoi ils envahissent la nation humaine pour trouver un nouvel endroit où vivre. C'est la même chose pour les orques que Kai a tués hier, car ils cherchaient un nouveau dieu pour affronter l'être qui les menace au nord. Avec tous ces changements, Nada craint que le royaume des humains ne soit détruit, alors il demande à Kai de prêter le pouvoir de son dieu au royaume des humains et de sauver des millions de vies. L'histoire de Nada semble très convaincante pour Kai, mais soudain, le dieu de la vallée lui dit de tuer Nada, alors il ne sait pas s'il peut lui faire confiance. Il demande à Nada de lui laisser un peu de temps pour réfléchir, et Nada accepte d'attendre, mais il s'attend à une réponse au moment où ils dissiperont la malédiction sur le dieu terrestre de José. Pendant ce temps, de retour à Lag, la marque sur le corps d'Ora commence à disparaître grâce aux efforts de Kai et Nada, et si Ora retrouve assez de force pour rejoindre le combat, alors les villageois de Lag ont de bonnes chances de survivre. Kai et Nada finissent par arriver à la pierre tombale d'Ada, et après avoir éliminé les singes qui la gardaient, Nada commence à dissiper la malédiction. Pendant qu'il fait cela, Kai se promène dehors et commence à réfléchir au pouvoir qu'il possède désormais. Il se demandait quoi en faire, mais si c'est pour une bonne cause comme sauver des vies, alors peut-être que ce serait une bonne façon de l'utiliser, mais il ne comprend toujours pas pourquoi le dieu de la vallée était si en colère contre Nada. C'est alors que Nada sort et demande à Kai s'il a pris sa décision, mais Kai n'est toujours pas sûr. Nada essaie de le persuader en lui disant que s'il rejoint le Mausoleum du royaume, il gagnera la faveur du dieu roi, et son pouvoir augmentera considérablement, au point qu'il pourrait facilement sauver les habitants de Lag, notamment ceux qui comptent pour Kai, comme Elsa et José. Cela semble bien. Mais Kai tient aussi à des gens en dehors de Lag, et il a la responsabilité de protéger les Korors car ils se sont dévoués à lui. Cependant, Nada lui dit qu'il devra abandonner les Korors. Kai ne peut pas croire ce que Nada vient de dire et lui demande pourquoi. Alors Nada explique que le Mausoleum du royaume ne tolère pas les demi-humains inférieurs, même s'ils sont pacifiques. Les humains sont supérieurs en tout point, donc l'idée de s'associer à d'autres espèces est hors de question. Kai affirme que les Korors ne sont pas des sous-hommes, mais Nada l'ignore complètement. Il demande ensuite à Kai d'utiliser son pouvoir pour les humains et seulement les humains, mais si ce sont les conditions pour rejoindre le royaume, alors Kai dit qu'il devra refuser. Les porteurs de gardiens ont la responsabilité de protéger leur dieu terrestre et les gens qui y vivent, donc il ne peut pas simplement abandonner les Korors. Nada demande s'il y a quelque chose qui pourrait faire changer d'avis Kai, mais Kai reste ferme sur sa réponse. Étonnamment, Nada sourit et dit qu'il devra renoncer à recruter Kai pour l'instant s'il ne peut pas accepter les conditions. Il promet aussi de trouver une excuse pour que ses supérieurs ne viennent pas chercher Kai. Kai croit naïvement qu'il dit la vérité,
mais quelques instants plus tard, Nada le poignarde dans le dos. Kai tombe à genoux, incrédule, car il n'aurait jamais cru que Nada ferait une chose pareille. Nada explique qu'il vient de poignarder Kai avec une relique tueuse de Dieu, qui a le pouvoir de briser les défenses des porteurs de garde et de restreindre temporairement leur force. Il dit à Kai qu'il est arrogant de vouloir utiliser son pouvoir pour les personnes qui lui sont chères, car tout grand pouvoir doit être contrôlé par le royaume, et c'est pourquoi il va tuer Kai et lui voler son pouvoir en buvant sa pierre de Dieu. Kai tente d'activer sa crête divine pour se défendre, mais le tueur de Dieu le transperce encore et il souffre d'une douleur extrême. Nada plaque alors Kai au sol et retire le tueur de Dieu de son dos afin de pouvoir porter le coup de grâce. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, car il s'assurera que le nom de Kai sera mentionné dans les livres d'histoire. Mais avant qu'il ne puisse sortir la pierre de Kai, ce dernier parvient à se glisser sous lui et à repousser Nada d'un coup de pied. Pendant ce temps, à Lag, les villageois préparent leur défense contre l'invasion imminente des singes, mais ils sont tous inquiets car ils n'ont pas de renfort pour les aider. Moloch prévient tout le monde que les singes peuvent attaquer d'une minute à l'autre, et il sait qu'ils sont tous inquiets, mais il les assure qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour défendre le village à leur côté. Tous les villageois valides sont rassemblés à l'extérieur pour se préparer à la bataille, tandis que ceux qui ont été blessés lors de la dernière attaque sont soignés dans l'enceinte du château, y compris Elsa et sa famille. Du côté de Kai, Nada tente de le convaincre de se laisser tuer pour le bien du royaume humain. Il dit que le pouvoir du dieu pourrait sauver d'innombrables vies humaines, et Kai n'en doute pas, mais il doit aussi protéger les gens de sa vallée, alors il ne laissera pas Nada lui voler son pouvoir. Nada voit bien que Kai ne changera jamais d'avis et que son attaque surprise a échoué. Il est donc prêt à le combattre jusqu'à la mort. Cependant, avant que Nada ne puisse faire un geste, un singe sort de nulle part et l'attaque avec une hache. Au même moment, l'attaque du village vient de commencer, et les villageois font de leur mieux pour tenir bon, mais les singes sont très doués pour lancer des pierres, et ils ne tiendront pas longtemps. C'est alors que Moloch intervient pour prendre les choses en main. Mais plus loin dans la forêt, le chef des singes s'approche du champ de bataille, et il a dû améliorer leur arbre technologique, car les singes lancent maintenant des pierres enflammées sur le village. Du côté de Kai, un énorme rocher est lancé sur Nada, ce qui l'oblige à battre en retraite. Mais alors qu'il court, il se fait poursuivre par le singe et est attaqué avec une hache, ce qui l'oblige à se défendre. Kai aurait pu s'échapper maintenant que Nada est occupé, mais malheureusement, il y a 2 autres singes, et ils essaient tous les 2 de tuer Kai. Kai est acculé au pied du mur avec Nada, et les 3 singes commencent à les interroger. Le chef révèle qu'il est un porteur de garde et demande à Kai et Nada s'ils sont ceux qui ont dissipé la malédiction placée sur la pierre. Aucun d'eux ne répond, mais cela n'a pas d'importance car le singe dit qu'il ne les laissera pas partir d'ici vivants. Il s'avère que les 3 singes sont des gardiens, et Nada commence à s'inquiéter, car il sait qu'il ne peut pas s'occuper d'eux tout seul. Cependant, lorsque Kai réalise que ce sont les singes qui ont maudit José et Aura, il se lève avec de la rage dans les yeux et leur dit qu'ils vont payer pour cela. L'un des singes tente de poignarder Kai avec une lance, mais Kai fait un pas de côté pour se dérober, et lorsque le 2e singe tente de le frapper, il saute en arrière. Mais avant de pouvoir atterrir, il se prend les pieds dans la lance et est projeté sur les restes d'une maison. Au moment où le singe s'apprête à porter le coup de grâce, Kai parvient à se relever et à lui taillader l'estomac, mais la blessure n'est pas assez profonde pour achever le singe. Au même moment, les blessures de Kai ne guérissent pas à cause de la dague avec laquelle Nada l'a poignardé. Peu après, Nada arrive et commence à demander où sont passés les singes, mais Kai n'a pas l'intention de se laisser poignarder à nouveau, alors il se prépare à utiliser sa lame d'énergie pour éliminer Nada. Cependant, avant qu'il ne commence à se battre, les singes commencent à les narguer depuis l'ombre. Nada dit qu'il ne veut pas laisser le pouvoir du dieu arbitre tomber entre les mains des singes. Alors qu'un des singes l'attaque, il leur dit de ne pas le sous-estimer et commence à faire tournoyer son bâton comme un bouclier. Cependant, il n'était pas aussi fort qu'il le pensait car, après quelques coups du singe, Nada est renversé et frappe maintenant le Chapoziang. Le singe s'approche alors de lui et lève sa hache pour tuer Nada. Cependant, à la dernière seconde, Kai s'interpose et le sauve. Nada est choqué par le fait que Kai se soit mis en 4 pour l'aider après ce qu'il a fait plus tôt, mais quelques instants plus tard, le singe lanceur s'approche pour poignarder Kai, alors Nada lui rend l'appareil et utilise sa magie de flamme pour créer une distraction afin que lui et Kai puissent s'échapper. Une fois que Kai et Nada ont réussi à se mettre en sécurité, Nada demande à Kai pourquoi il a choisi de sauver quelqu'un qui a essayé de le tuer il y a quelques minutes. Kai répond qu'il n'a fait qu'obéir à son instinct. Nada trouve cela amusant, mais en même temps, il commence à comprendre pourquoi le dieu arbitre a choisi de donner à Kai un pouvoir aussi énorme. Les singes ont commencé à les chercher, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne soient retrouvés. Pour l'instant, leurs chances ne sont pas bonnes, mais Nada s'approche de Kai et lui dit que s'il est prêt à écouter ses instructions, ils pourront tous les 2 s'en sortir vivants. Kai demande à Nada s'il est sûr de vouloir l'aider, car si Kai survit, rien ne l'empêchera de tuer Nada.
Nada ne lui en voudrait pas s'il le faisait, mais c'est un problème que la future Nada devra régler. De plus, il n'a pas encore eu l'occasion de voir à quel point Kai est puissant. Kai ne fait pas confiance à Nada, mais il n'a pas vraiment le choix et accepte de suivre le plan de Nada. Alors que les singes se rapprochent de leur cachette, Kai sort en courant pour attirer leur attention, tandis que Nada s'éclipse pour trouver une nouvelle cachette. Ce qui rend ces singes si dangereux, c'est leur capacité à se dissimuler dans l'environnement malgré leur taille, si bien que Kai n'est pas en mesure de les localiser. C'est là qu'intervient Nada, qui utilise sa technique de surveillance pour localiser les singes et avertir Kai avant qu'ils n'attaquent. Grâce aux appels de Nada, l'un des singes tente de tendre une embuscade à Kai, qui le voit arriver et le décapite sur place. Nada l'avertit ensuite qu'un autre singe arrive d'en haut, et Kai reste là et utilise sa lame d'énergie pour le couper en deux. Nada est stupéfait par ce dont Kai est capable, mais dans sa stupéfaction, il n'a pas réussi à surveiller son environnement, et le dernier singe se faufile jusqu'à lui. Bien que Nada fasse de son mieux pour se défendre, il reçoit un coup de couteau dans la poitrine. Nada lâche son arme et tombe au sol, mais au moment où le singe pense avoir gagné, Kai tombe du ciel et le coupe en deux. Ils ont officiellement gagné la bataille, ou du moins Kai, car je ne pense pas que Nada va tenir très longtemps avec cette lance dans les poumons. De retour au village de Lag, Horace s'est enfin remis des effets de la malédiction et se lève, mais il est très confus car il ne sait pas du tout comment cela s'est produit. À ce moment-là, il entend du vacarme à l'extérieur, et il comprend que ce sont les singes, alors il veut sortir du lit pour aller se battre. Sa servante, Aki, essaie de l'en empêcher parce qu'il n'est pas en bonne condition, mais Aura ne peut pas se permettre d'attendre plus longtemps, alors il lui dit d'aller lui chercher une épée et des vêtements de rechange, et Aki ne peut pas aller à l'encontre d'un ordre direct d'Aura, alors elle accepte de faire ce qu'il dit. Pendant ce temps, Kai fait de son mieux pour s'assurer que Nada survive. Il l'entraîne dans une maison et essaie de lui donner une des pierres précieuses des singes. Nada trouve amusant que Kai fasse tant d'efforts pour le sauver malgré tout ce qui s'est passé. Normalement, boire une pierre de Dieu suffirait à guérir la plupart des blessures, mais dans ce cas, cela ne servirait à rien. Nada lui dit que la lance du singe a endommagé sa pierre de Dieu, et qu'il n'y a rien qui puisse réparer cela. Sa vision a déjà commencé à s'estomper, et il dit à Kai que c'est la fin pour lui, mais Kai refuse d'accepter cela. Il se souvient qu'il possède une magie de guérison et tente de l'utiliser pour sauver Nada, mais il a beau essayer de refermer la plaie, rien n'y fait. Nada reconnaît que ce que fait Kai est un miracle de guérison, et il n'arrive pas à croire que Kai ait réussi à acquérir un miracle en plus de sa lame invisible. Il dit à Kai qu'il a dépassé ce dont un humain normal devrait être capable, et que c'est exactement le genre de pouvoir dont le monde a besoin en ce moment. Nada a accepté qu'il allait mourir ici, alors il dit à Kai d'arrêter d'essayer de le guérir et tend une main vers le ciel pour s'excuser auprès de son grand prêtre d'avoir échoué dans sa mission de récupération du dieu. Mais il ne regrette rien, car il a pu constater de visu la puissance phénoménale du dieu arbitre. Nada ferme alors les yeux une dernière fois et, comme à l'accoutumée, la pluie se met à tomber sur Kai. De retour à Lag, José se réveille. Elle est confuse car la dernière chose dont elle se souvient, c'est de s'être effondrée dans le village des Uzels, alors qu'elle se trouve maintenant dans la chambre de son père. À ce moment-là, José entend un grand fracas à l'extérieur, et quelques instants plus tard, Aki vient la voir. José lui demande ce qui se passe et Aki l'informe que les singes envahissent le village. Elle a également un message de Moloch pour elle, et selon Aki, Moloch veut que José s'enfuit de Lag pour assurer sa survie. José se sent blessée en entendant cela car, même si elle comprend que son père veut qu'elle soit en sécurité, elle ne peut pas croire qu'il ne lui fait toujours pas confiance pour se battre sur le champ de bataille à ses côtés. José sort de sa chambre et trouve une tonne de personnes assises dans le couloir, alors elle demande à Aki de quoi il s'agit. Aki lui explique que Moloch a dit à toutes les femmes et à tous les enfants de venir se cacher dans le château jusqu'à la fin de la bataille, mais ce n'est pas ce que José voulait dire, elle demandait pourquoi les gens étaient retenus dans le couloir. José élève la voix et dit à tout le monde qu'ils peuvent utiliser sa chambre et qu'ils doivent se sentir libres d'utiliser tout ce qu'il y a à l'intérieur. Elle leur assure également que la famille Moloch remplira son devoir et vaincra les singes, et qu'ils n'ont donc pas besoin de paniquer. Au même moment, 2 soldats entrent dans la chambre de Gandalf pour le prévenir de l'attaque des singes, mais ils sont choqués de voir qu'il n'est pas là. L'un d'eux pense que Gandalf est peut-être sorti pour aider au combat, mais l'autre lui dit que ce n'est pas possible. Vu la paresse et l'égoïsme de Gandalf, il est plus probable qu'il se soit enfui dès que le combat a commencé, et le soldat avait raison car Gandalf est en train de courir jusqu'aux portes du village. C'est alors qu'un rocher vole dans sa direction et que Gandalf s'affole. Il semble que toutes les rumeurs selon lesquelles Gandalf était plus fort que Moloch étaient fausses car, en réalité, ce n'est qu'un faible lâche, et la seule raison pour laquelle il est arrivé jusqu'ici est qu'il comptait sur la force de Nada. Sur le mur, Elsa apporte de la nourriture aux soldats pour leur redonner de l'énergie. Elle s'excuse de ne pas avoir pu faire quelque chose de mieux pour eux, mais les soldats sont vraiment reconnaissants de sa gentillesse.
Elsa s'apprête à redescendre pour réapprovisionner les rations alimentaires lorsqu'elle aperçoit Gandalf en train d'essayer d'ouvrir la porte d'entrée, et elle se demande s'il va aller aider à combattre les singes. Mais elle l'entend dire qu'il veut retourner à la capitale le plus vite possible. Il exige qu'ils ouvrent les portes immédiatement, mais les hommes essaient depuis un moment déjà, et ils ne sont pas assez forts pour le faire. Gandalf finit par se rendre compte qu'il y a une manivelle pour la porte, et il commence à ouvrir les portes, et quand les autres voient cela, ils courent pour l'arrêter. Ils essaient de dire à Gandalf que s'il ouvre le portail tout de suite, les singes pourront peut-être entrer, mais Gandalf s'en moque éperdument. Au lieu d'être raisonnable et d'escalader le mur, Gandalf décide de poignarder le capitaine des soldats dans le ventre et de crier à tout le monde de ne pas s'approcher de lui. Personne n'aimait Gandalf au départ, mais maintenant qu'il a tué l'un des leurs, ils sont prêts à lui sauter dessus. Malheureusement, Gandalf réussit à s'emparer d'Elsa et la retient en otage pour empêcher quiconque de l'attaquer. Il se fiche éperdument de ce qu'il adviendra de ce village tant qu'il en sortira vivant, et une fois son carrosse arrivé, il coupe la corde pour ouvrir les portes. Gandalf part alors en gardant Elsa en otage, et dès que les singes s'aperçoivent que la porte est ouverte, ils la franchissent pour détruire le village. Avec la porte enfoncée, tous les soldats disponibles sont obligés de former une ligne défensive, mais la plupart d'entre eux ne font pas le poids face aux singes, alors Moloch saute du mur pour les sauver. Il est capable de vaincre facilement 3 des singes normaux, mais il en reste encore beaucoup, donc survivre à cette bataille ne sera pas facile. Pendant ce temps, Kai court vers Lag aussi vite qu'il peut parce qu'il sait que même avec Moloch, ils n'ont aucune chance de se défendre contre toute l'armée des singes. Il n'a toujours pas décidé de la bonne façon d'utiliser son pouvoir, mais il est sûr qu'il veut protéger Lag, donc c'est ce qu'il va faire. De retour à Lag, quelques officiels sont informés que la porte principale a été enfoncée, ce qui est une terrible nouvelle, mais Moloch est là pour repousser les singes. Cependant, entendre que Moloch est là inquiète encore plus les officiels parce qu'ils croient que les singes en veulent à la pierre divine de Moloch. Au même moment, Gandalf s'éloigne du chaos qu'il a causé, et il sait que ce sera la fin du village de Lag, mais il est content d'avoir réussi à kidnapper un nouveau jouet pour lui. Cependant, Elsa n'a aucune intention de laisser Gandalf s'approcher d'elle, alors elle le repousse du pied. De retour à Lag, Moloch commence à être submergé par le nombre de singes, mais Manso et les autres soldats ont une excellente idée. Alors, ils peignent des crêtes divines sur leur visage et agissent comme s'ils étaient des porteurs gardiens. Ils sont toujours des soldats normaux, mais les singes ne le savent pas, alors ils commencent à avoir peur, et cette hésitation est plus que suffisante pour que Manso et les autres éliminent les singes. Maintenant que tous les singes à l'intérieur ont été neutralisés, le reste des soldats essaie de bloquer la porte principale pour empêcher d'autres d'entrer. Mais même s'ils ont réussi à la barricader à temps pour empêcher plus de singes d'entrer, les singes essaient maintenant de la faire tomber à nouveau, donc ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne la franchissent. Manso et les autres demandent à Moloch de partir et de les laisser gérer cette zone eux-mêmes parce qu'ils ne peuvent pas risquer qu'ils soient blessés. Moloch et le dieu terrestre sont pratiquement la même personne, donc il doit faire tout ce qu'il faut pour survivre parce que, tant qu'il va bien, le village peut être reconstruit. Pendant ce temps, Kai se rapproche enfin de Lag, mais il est choqué par le nombre de singes ici. Les singes finissent par remarquer Kai, alors ils se retournent tous et courent vers lui pour l'attaquer, et Kai est prêt pour le combat. De retour au village, Moloch envisage de fuir pendant un bref instant, mais ensuite il se souvient de toutes les personnes qu'il a juré de protéger, et il ne peut pas se résoudre à leur tourner le dos. Il demande à un des soldats d'aller s'occuper de José et Olva pour s'assurer que les singes ne les atteignent pas, et pendant ce temps, il va rester ici et se battre. Les singes finissent par franchir la porte, alors Moloch et les autres soldats se préparent à combattre. Moloch peut toujours facilement dominer les singes normaux, mais maintenant il y a quelques porteurs gardiens mélangés dans les forces des singes, donc il commence à avoir du mal. Au même moment, Ora boitit lentement jusqu'au champ de bataille, et même s'il n'est pas en bonne condition en ce moment, il refuse de rester assis et de regarder pendant que le village est attaqué. Une fois que les autres soldats réalisent que Ora est là, ils sont tous soulagés parce qu'avec un porteur gardien supplémentaire, il pourrait avoir une chance de se battre. Ora est capable de trancher un des singes en deux avec son épée dès qu'il commence à se battre, mais à cause de son état affaibli, il s'épuise rapidement. Alors, quand il affronte un des porteurs gardiens singes, son épée ne peut pas trancher son cou, et il est jeté au sol. Le singe est sur le point de l'achever, mais à la dernière seconde, José saute pour le sauver et bloque le coup avec un bouclier. Elle réussit à repousser le singe, mais son corps souffre beaucoup puisqu'elle ne s'est pas encore complètement remise. Elle laisse tomber son bouclier et lève sa lance pour combattre le singe, et même si elle n'est peut-être pas aussi forte que Ora ou Moloch, elle est très rapide, donc le singe ne peut pas la suivre du tout. Avant même qu'il ne réalise ce qui se passe, José est capable de sauter en l'air et de lui trancher la tête d'un coup propre. Voir la victoire de José donne à tous les soldats une grande confiance, alors ils reprennent leur combat contre les singes, et avec la force combinée de Moloch, Ora et José, ils sont capables de vaincre les porteurs gardiens singes.
Moloch regarde José avec fierté, parce qu'il ne savait pas qu'elle était devenue une combattante aussi compétente. Mais un des singes mourants lui dit que quelques porteurs gardiens supplémentaires ne suffiront pas à sauver ce village, parce que leur roi est juste à l'extérieur. Moloch est un peu inquiet, et étrangement, le reste des singes autour du village n'attaquent plus, mais on ne dirait pas non plus qu'ils se retirent. Moloch va sur un mur pour regarder, et à sa surprise, il voit Caïn déchirer les singes à main nue. Il ne sait pas comment Caïn fait ça, mais il semble plus que capable de gérer les singes là-bas. Alors, Moloch attire l'attention de Caïn et lui lance une massue pour qu'il puisse l'utiliser comme arme. Caïn attrape la massue, et avec elle, il commence à détruire toute l'armée des singes. Manso et les autres regardent tout cela se dérouler, et ils ne peuvent pas croire ce qu'ils voient. Ils savaient déjà que Caïn était fort, mais ce niveau de force est pratiquement le même que celui d'un véritable porteur gardien. Moloch ne sait pas non plus pourquoi Caïn est si fort, mais avec lui de leur côté, ils devraient pouvoir vaincre les singes. Après quelques minutes, Caïn a décimé la plupart des singes, et il ne semble pas ralentir du tout, donc le reste des singes réalise qu'ils n'ont aucune chance et fuient vers la forêt. Cela signifie qu'ils ont officiellement vaincu les singes, alors tous les soldats commencent à applaudir. Maintenant que la bataille est terminée, Ora s'approche d'Aki et lui demande ce qu'elle a pensé du combat. Aki félicite Ora pour ses compétences en combat et dit que c'est grâce à lui que le village a été sauvé, mais même si Ora a beaucoup contribué, il sait que le vrai héros ici était Caïn, le même garçon qu'il méprisait autrefois comme un roturier. Tout le monde a clairement vu Caïn avec sa crête divine pendant qu'il se battait, donc pour garder son pouvoir secret, il dit à tout le monde qu'il a peint la crête divine et fait semblant de l'effacer. Juste à ce moment, Moloch s'approche de Caïn et lui demande où est Nada, mais Caïn lui dit qu'il a une mauvaise nouvelle. Pendant que lui et Nada dissipaient la malédiction dans le village d'Ada, ils ont été attaqués par 3 porteurs gardiens singes. Caïn saute beaucoup de détails, mais le fait est que Nada a fini par mourir à cause d'un des singes, et Caïn n'a pas réussi à le sauver. Moloch est surpris d'entendre cela puisqu'il sait que Nada était aussi fort qu'un porteur gardien, alors il se demande comment il a pu perdre. Caïn lui dit ensuite qu'un des singes a mentionné l'attaque sur Lag, et dès qu'il l'a appris, il s'est précipité aussi vite qu'il a pu pour aider, mais en conséquence, il n'a pas pu donner à Nada une sépulture digne. Moloch dit qu'il comprend, et il enverra une petite équipe pour retrouver le corps de Nada afin qu'il puisse s'en occuper. Juste à ce moment, la sœur cadette d'Elsa vient demander si Caïn l'a vue quelque part. Caïn ne savait pas qu'Elsa avait disparu puisque la dernière fois qu'il l'a vue, c'est quand elle a évacué vers le château, mais maintenant elle est introuvable. Manso vient alors dire à tout le monde que lorsque Gandalf fuyait pendant l'attaque, il a kidnappé Elsa et l'a emmenée dans sa calèche, mais tout le monde était trop occupé à gérer les singes pour le poursuivre. Dès que Caïn entend cela, il part en courant dans la direction où Gandalf est allé parce qu'il doit sauver Elsa de lui. Mais Manso se demande comment Caïn compte rattraper une calèche qui a une telle avance. Pendant ce temps, dans la calèche de Gandalf, il regarde par la fenêtre pour vérifier si c'est sûr, alors son assistant lui dit qu'il ne devrait pas y avoir de singes dans cette zone, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Gandalf lui demande ensuite combien de temps il faudra pour retourner à la capitale, et on lui dit qu'ils sont encore à 1000 milles. Parcourir 1000 milles va prendre un certain temps, donc Gandalf compte passer le temps en jouant avec Elsa, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, il est surpris par une présence terrifiante. Il sent quelque chose approcher la calèche, alors il utilise ses compétences de porteur gardien pour améliorer sa vision et voit Caïn courir vers lui à toute vitesse. Gandalf prend un arc et une flèche et prévoit d'abattre Caïn avant qu'il ne soit trop près, mais Elsa refuse que cela se produise, alors elle pousse Gandalf et gâche son tir parfait. Gandalf est enragé, alors il sort son épée pour donner une leçon à Elsa, mais un moment plus tard, la calèche commence à trembler parce que les chevaux sentent la pression de Caïn, et cela les effraie. Le conducteur finit par perdre le contrôle, et toute la calèche s'écrase après avoir heurté un rocher. Cela projette Gandalf sur le sol, tandis que les chevaux s'enfuient, et le conducteur les poursuit. Pendant ce temps, à l'intérieur de la calèche, un des hommes de Gandalf a été empalé par un morceau de bois pendant l'accident, donc c'est fini pour lui. Caïn court vers la calèche accidentée pour vérifier l'état d'Elsa, mais horrifié, il découvre qu'elle a été poignardée par Gandalf. Il la sort de la calèche et essaie d'utiliser sa magie de guérison pour l'aider à récupérer, mais ses blessures sont trop graves pour qu'il puisse la guérir. Pendant ce temps, Gandalf souffre de plusieurs fractures à cause de l'accident, mais avec son pouvoir de porteur gardien, il est capable de se guérir et de se relever, mais maintenant il doit affronter Caïn. Caïn s'approche de Gandalf et demande s'il est celui qui a poignardé Elsa, et Gandalf peut déjà dire qu'il n'a aucune chance contre Caïn, alors il commence à essayer d'expliquer que ce n'était pas sa faute. Selon lui, c'est Caïn qui est à blâmer pour l'état d'Elsa, et Caïn pense d'abord qu'il ment, mais Gandalf explique que l'énergie de Caïn a effrayé les chevaux et a causé l'accident de la calèche, ce qui a conduit Gandalf à poignarder accidentellement Elsa. La colère de Caïn faiblit pendant une seconde parce qu'il commence à se demander si c'était vraiment sa faute, mais ensuite il se souvient que Gandalf a kidnappé Elsa, donc il est toujours à blâmer.
Gandalf essaie de calmer Kai pendant une seconde et lui dit qu'il ne pourra pas s'en tirer en attaquant un inspecteur, mais Kai se moque bien du statut de Gandalf, alors il l'attrape par le cou et le plaque au sol. Gandalf commence à dire qu'il n'a rien fait de mal parce qu'il est normal que les forts profitent des faibles, et les roturiers comme Kai ne devraient jamais posséder un tel pouvoir. Mais rien de tout cela n'améliore sa situation, donc Kai se lasse d'écouter Gandalf et arrache sa pierre divine de sa poitrine. Il a peut-être réussi à se venger de ce que Gandalf a fait à Elsa, mais il ne sait toujours pas comment la sauver. Mais ensuite, il réalise qu'il peut utiliser la pierre divine de Gandalf pour la sauver en la lui faisant avaler. Cela devrait lui donner assez d'énergie pour guérir toute seule, surtout puisque c'était celle d'un porteur gardien. Cependant, après qu'Elsa l'a bu, quelque chose tourne terriblement mal, et son corps commence à se tordre de douleur. Kai ne comprend pas ce qui se passe, et il ne connaît pas assez les porteurs gardiens pour le comprendre, donc son seul espoir maintenant est d'emmener Elsa à Porik et de voir s'il peut l'aider. Mais pendant qu'il court, plusieurs singes l'observent depuis la lisière de la forêt. Kai finit par arriver chez Porik et lui explique toute la situation pour voir s'il sait ce qui ne va pas avec Elsa, et Porik lui dit que lui faire avaler la pierre divine de Gandalf était une décision stupide. Il est vrai que boire une pierre divine peut aider dans le processus de guérison, mais les pierres divines de la même espèce peuvent provoquer un empoisonnement sévère à moins que des précautions ne soient prises. Dans le pire des cas, Elsa va mourir de l'empoisonnement, mais il y a encore un moyen de la sauver, donc Porik commence à préparer le nécessaire pour faire vomir la pierre divine à Elsa. Kai quitte la tente pour donner de l'espace à Porik, mais une fois dehors, il repère 3 singes s'approchant de lui et devient défensif. Il leur demande s'ils sont là pour attaquer son village aussi, mais à sa surprise, les singes s'agenouillent tous et le louent parce qu'ils reconnaissent la crête du dieu Kane, et ils aimeraient qu'ils les suivent dans leur forêt. C'était la fin de l'épisode 9. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain.